Les marées sont un sujet très intéressant. Ce sera donc fun d'entendre ton point de vue sur le sujet. Et bien sûr, nous entendons toujours que les marées sont la preuve que la Terre est un globe. On peut nommer n'importe quoi, et c'est comme des ad-libs. Quoi qu'on dira, il sera simplement dit que c'est la preuve que la Terre est un globe. Et c'est ce qui se passe quand vous cherchez la preuve que la Terre est un globe, n'est-ce pas? Vous trouvez la preuve que la Terre est plane presque à chaque fois. Et avec ceci, ce n'est pas différent. C'est ce que j'attends avec impatience. Très bien, alors c'est parti. Les marées, allons-y. La seule chose qu'ils disent toujours, c'est que la preuve que la Terre est un globe coïncide absolument avec la mécanique gravitationnelle héliocentrique newtonienne, la mécanique gravitationnelle, toute très répandue bien sûr, et prouvant l'héliocentrisme, ou, vous le verrez, tout le contraire. Nous allons présenter les mathématiques lourdes de notre géocentriste préféré, Monsieur Robert Bennett. Voici un article que nous allons utiliser, ainsi que tout un tas d'autres vidéos générales, d'images, de mèmes, de créations personnalisées et tout un tas de cartes à la fin. Donc on va voir tout ça. Alors, on va commencer avec un super homme d'acier de la position héliocentrique correcte. Et la voici. Ils ont deux théories complètement distinctes qui ne fonctionnent pas du tout ensemble. L'une est la théorie de l'équilibre utilisant essentiellement la mécanique newtonienne et les prédictions gravitationnelles. Elles dépendent fortement du système orbital Terre-Lune. Tout comme les éclipses, elles dépendent d'une syzygie ou d'un alignement des corps célestes. Et puis ils ont la théorie opposée, la théorie dynamique, qui est probablement la plus réaliste, dépendant de choses réelles comme la topographie, les points amphidromiques. Et nous savons tous que les points amphidromiques et les nœuds de marée sont dispersés dans tout l'océan et contrôlent l'amplitude des marées. Donc ils font fluctuer l'amplitude de la marée directement autour d'eux, faisant osciller la marée par une variation sinusoïdale de la marée. Ils ont donc des lignes de marée tout autour d'un point amphidromique, et cela vous donnera la profondeur de la marée à chaque heure. Mais ils oscillent eux-mêmes, étant eux-mêmes des points sans marée, ou plutôt sans amplitude de marée. Et autour d'eux, plus on s'éloigne, plus l'amplitude de la marée est élevée. Plus on s'en rapproche, plus l'amplitude est faible. Nous allons donc aborder principalement la théorie de l'équilibre aujourd'hui, car c'est là que se trouvent les mathématiques délicates, où ils aiment embrouiller tout le monde. Mais avant de faire cela, nous devons accepter les hypothèses qu'ils font lorsqu'ils font des prédictions ou parlent de tout ce qui a attrait à leur théorie gravitationnelle. Ils supposent tout d'abord que l'océan réagit instantanément comme un seul être aux forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil, et que l'océan atteint l'équilibre avec les forces de marée, ce qui produit un modèle de marée prévisible et stable. Évidemment, rien de tout cela n'est vrai, mais nous allons supposer que tout cela est vrai pour que cela fonctionne. Nous allons également supposer que les interactions complexes entre la Terre, le Soleil et la Lune sont en réalité simplement statiques et tournent autour d'une dynamique. En considérant la Terre comme un corps rigide avec une profondeur océanique uniforme, donc un bassin, en négligeant des facteurs comme la rotation de la Terre ou les formes de bassins océaniques, les événements de friction ou à peu près toutes les autres causes dynamiques, nous allons ignorer tout cela. Mais en faisant tout cela, nous pouvons alors prédire ces choses. Nous pouvons alors prédire un comportement de marée simple basé sur la gravitation du Soleil et de la Lune. Ce qui se passe réellement, c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle l'analyse harmonique, qui extrait des données réelles de l'histoire des marées d'un bassin en les combinant avec des points amphidromiques topographiques. Et en utilisant cela, ils extraient les composants pour faire des prédictions. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Nous nous en tenons à la théorie de l'équilibre pour l'instant. La seule chose qui limite cette théorie, c'est qu'elle est utile pour faire des prédictions. Elle n'est pas utile pour des phénomènes dynamiques, des courants de marée, la géographie côtière, la pression atmosphérique, la météo, ni pour tout ce qui se passe au quotidien. On peut donc dire qu'elle est à la fois utile et pas utile. Et puis bien sûr, nous avons la théorie des marées dynamiques, qui serait à nouveau la théorie opposée, et nous allons passer en revue les détails de manière comparative. Elle prend en compte les phénomènes de marée, la rotation, les bassins océaniques, les événements de friction, l'influence de l'atmosphère, la météo, tout ce que l'autre théorie ne prend pas en compte, à l'exception de la gravité. Vous n'avez pas besoin d'une théorie qui fait tout. Vous avez besoin d'une théorie qui utilise la gravité parce que c'est spécial, et puis d'une théorie qui fait tout le reste. Évidemment, c'est comme ça que vous feriez fonctionner les choses. Mais contrairement à la théorie des marées d'équilibre, la théorie des marées dynamiques reconnaît que la réponse de l'océan dépend du temps et peut présenter des variations complexes. Cela signifie qu'elle ne réagit pas du tout de manière uniforme à une influence gravitationnelle. Cela sera important plus tard lorsque nous discuterons de l'existence ou de la non-existence des renflements de marée. Cette théorie dynamique intègre donc également des effets non linéaires, ce qui signifie qu'elle ressemble à des phénomènes de résonance, qui sont probablement la partie la plus intéressante des marées et des prédictions de marée.
Ensuite, il y a l'amplification des marées dans les bassins, puis la topographie réelle qui mène à la façon dont les marées dynamiques réelles s'écoulent. Il y a donc deux théories. L'une d'elles utilise la gravité, nous allons la passer en revue, et l'autre, la topographie réelle et les points amphidromiques. Alors, ce que nous avons est un mélange de marées semi-diurnes, diurnes et mixtes. Cela signifie simplement qu'il y a soit deux marées hautes par jour, soit une marée haute par jour, d'accord? Si c'est demi-diurne, alors vous avez deux marées hautes et deux marées basses, ce qui correspond à des hauteurs de marée égales. Et puis vous avez une marée mixte qui serait à une latitude différente. Encore une fois, les dépendances de latitude, ce que nous connaissons assez bien. Les marées mixtes combineraient les caractéristiques des deux pour obtenir deux hautes et deux basses quelque part au milieu sur une période de 24 heures. Et puis la marée diurne est en fait une haute et une basse chaque jour. Mais elles ont généralement deux hautes et deux basses de hauteurs différentes sur une période de 24 heures. Nous entrerons dans les détails de leur théorie sur les raisons pour lesquelles cela se produit, impliquant bien sûr l'oscillation diurne avec la rotation de la Terre, l'axe et l'intercédence de ces axes également. Comme je l'ai dit, nous allons faire un Stillman complet. Nous parlerons donc de la rotation de l'axe, de la gravité, de la masse, de toutes les choses dont nous savons qu'elles ne sont pas réelles de toute façon. Donc, lorsque nous entrons dans les marées réelles, vous pouvez regarder un marégraphe typique et vous verrez quelque chose comme ça. Alors, cela ressemble beaucoup à des ondes sonores. Si vous regardez cela, si vous êtes musicien ou si vous reconnaissez quelque chose comme cela ressemble à une fréquence, une onde sonore ou, vous savez, une sinusoïde. Donc, vous devez faire un peu de trigonométrie. Donc, tout se décompose en ces fréquences intermédiaires telles qu'elles sont représentées graphiquement dans les données. Il s'agit donc en fait de deux influences gravitationnelles décomposées en variations de marée et en harmonique. Elles semblent presque équivalentes, sinon égales, du moins très proches. Maintenant, n'oublions pas que le Soleil est 400 fois plus gros, 400 fois plus éloigné, une force gravitationnelle géante, beaucoup plus massive et exerçant une action à distance sur tout le système solaire. Mais il agit d'une façon presque égale à celle de la Lune, dans toutes les circonstances. Intéressant. Je suis sûre qu'il y a une merveilleuse explication à cela qui ne me fera rien remettre en question. C'est donc le cœur de leur argument en faveur des marées d'équilibre. Maintenant, si vous remarquez, nous avons un tas de mathématiques à l'écran. Nous allons invoquer la gravité. Si vous connaissez la loi de la gravitation de Newton, bien sûr, la plupart des gens la connaissent. Nous aimons décomposer cela pour réduire la masse de l'équation pour celle-ci, mais nous allons la laisser là pour aujourd'hui. Ce que nous observons, c'est une combinaison de forces. Ici, nous avons la force gravitationnelle qui attire les marées de la Terre vers la Lune, ici. Et ce serait l'influence gravitationnelle et le plus grand renflement de marée, juste ici. C'est là que se trouve la Lune. Et ces flèches représentent la force gravitationnelle. Alors, en opposition directe à cela, à tout moment, en équilibre complet, la force centrifuge, également exercée par la Lune, juste du côté opposé, qui provoque un plus petit renflement de marée de ce côté. Nous avons donc un gros renflement, un plus petit, la gravitation, la force centrifuge. C'est plutôt facile, oui. C'est beaucoup de mathématiques et beaucoup de diagrammes. Mais cela vous dit essentiellement comment calculer la force. Et ils disent qu'il y a une force nette pointant vers la Lune. Il est important de se rappeler tout ce que nous supposons pour rendre tout cela possible à ce stade, ok? Nous supposons que beaucoup de variables n'existent pas et nous simplifions toutes les variables que nous connaissons. Alors, si nous regardons la théorie du renflement des marées, nous avons des renflements lunaires et solaires. Ce n'est que le renflement lunaire que nous allons aborder. Nous allons aborder le renflement solaire dans quelques instants. Ce petit graphique nous montre parfaitement comment les hauts et les bas fonctionnent par rapport à la position de la Lune. Et encore une fois, vous pouvez voir qu'il y a une direction unificatrice de tous ces vecteurs de force qui pointeraient vers l'objet céleste, la Lune, dans ce scénario, dans cette théorie. Jamais dans la réalité, cependant, mais nous le découvrirons. Alors, nous avons les forces gravitationnelles qui sont calculées. Il y a quelques diapositives car l'équilibrage de ces forces est important lorsque nous faisons les mathématiques qui décrivent réellement ces forces. Donc dans leur propre paradigme, cela va être difficile à expliquer, en gros. Nous avons donc la plus forte, la plus proche de la Lune, et la plus faible en face de la Lune. Donc la force de marée est la force nette agissant ici vers, dans ce cas, le Soleil. Il y a donc toujours des forces opposées dans cette théorie. Il y a la gravitation qui tire dans un sens et ensuite la force centrifuge qui s'y oppose directement et également en chaque instant dans l'autre sens. Mais le Soleil a ses deux forces et la Lune a ses deux forces. Donc la marée lunaire a un renflement lunaire plus grand vers la Lune, plus petit du côté opposé.
Le Soleil, les mêmes choses, plus importante vers le Soleil, plus petite du côté opposé. Donc ils ont deux renflements, un renflement lunaire et un renflement solaire, tous deux oscillant autour de la Terre avec lesquels la Terre fait du hula-hoop en chaque instant, pour citer notre fameux Neil deGrasse Tyson et son explication. Il y a le hula-hoop à travers deux marées diurnes qui leur donnent des marées hautes et basses, des marées semi-diurnes, mixtes et diurnes. Mais la force nette, bien sûr, dont nous parlons, va attirer la Lune et elle va attirer le Soleil. Et la force centrifuge s'opposera à ces deux forces de manière égale en chaque instant. Donc la force résultante, bien sûr, est une attraction gravitationnelle vers la Lune et une attraction plus faible du côté opposé. Donc c'est très basique, très clair. Nous allons le parcourir une fois de plus avec quelques mathématiques. Donc dans ce cas, et dans le cas des mathématiques de Robert Bennett que nous comparerons plus tard, ils vont utiliser le centre de la Terre. Donc lorsque vous utilisez le centre de la Terre, vous devez faire des décalages et des calculs et prendre en compte certaines considérations plus tard pour vous assurer que vous prenez correctement en compte la distance et la distance à la surface, etc. Donc bien sûr, nous avons une Terre non parfaitement sphérique, nous avons une Terre géoïde, comme nous le savons tous. Et le géoïde, bien sûr, étant la seule forme qui nécessite une relation perpendiculaire à la gravité en chaque instant afin que vous puissiez savoir où se trouve le bas, car le géoïde est la seule forme pour laquelle le bas va être délicat, bien sûr. Le niveau de la mer varierait en fonction des fréquences de marée que nous avons évoquées plus tôt, qui sont bien sûr contrôlées par le Soleil et la Lune et les renflements lunaires et solaires lorsque la Terre tourne autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la Terre. Donc tout le monde est en mouvement, tout le monde a la force centrifuge, tout le monde a la force gravitationnelle qui s'influencent les unes les autres. Le merveilleux système dynamique où rien ne lâche jamais, personne ne le ressent jamais, il est toujours en parfaite harmonie. C'est charmant. Il faut adorer les mathématiques. Nous obtenons donc l'attraction de la marée produisant la force de l'océan, d'accord? Nous avons le diagramme à gauche avec les forces nettes tirant vers la force centrifuge et le corps en question. Et puis nous avons notre diagramme de renflement des marées, notre magnifique renflement exagéré ici, à l'équateur, vers la Lune. Celui-ci semble égal, mais celui-ci est toujours plus grand que celui-là. Et bien sûr, il y en a un autre qui va perpendiculairement ou là où se trouve le Soleil à tout moment. Nous avons la Lune qui exerce une force bien plus élevée que le Soleil, même si le Soleil est bien plus gros et bien plus massif, et qu'il a une gravité bien plus forte. Il est tellement loin qu'on a quelque chose comme 317 fois moins de force, et cela finit par être presque parfaitement égal. Quelle folle coïncidence! C'est presque comme si cette variance s'aligne exactement. En fait, c'est exactement comme ça. Nous avons donc la différence de force due à la taille de la Terre et à la proximité de la Lune, ce qui fait que la Lune a un effet de marée bien plus fort que le Soleil. Et malgré la masse énorme du Soleil et la force gravitationnelle due à sa proximité, on a essentiellement, vous voyez, une fraction de la force gravitationnelle qu'il exercerait. Nous sommes donc toujours dans Héliocentric Land ici. Tout le monde va bien, j'espère? Mais nous allons faire quelques diapositives supplémentaires avec eux, puis nous allons passer en revue les calculs qu'ils devraient justifier. Beaucoup d'entre eux se sont probablement évanouis, mais ils ont laissé leur ordinateur allumé, donc les chiffres restent les mêmes. Je n'ai jamais entendu un héliocentriste m'expliquer les marées de cette façon, d'ailleurs. Moi non plus. Si vous allez en cours et que vous apprenez quelles sont les forces, c'est ainsi qu'ils les décrivent. Mais les hypothèses sont plutôt mortelles. Mais nous y reviendrons à la fin, pour sûr. Nous avons donc notre force nette générée en raison du déséquilibre de toutes les forces gravitationnelles qui s'exercent et de la force de marée. Ce qui est important, c'est la force nette, donc c'est la combinaison de toutes les forces. C'est toujours la combinaison, et c'est toujours la force nette qui détermine la force de marée. Nous y reviendrons dans un instant. Donc la force de marée résultante que nous avons ici est bien sûr l'attraction vers la Lune, un corps beaucoup plus petit en raison de la proximité par opposition aux influences gravitationnelles du Soleil. Donc encore une fois, ce sont les renflements de marée. Mais maintenant, nous avons le plan d'oscillation réel indiqué par l'écliptique du Soleil. Et bien sûr, l'écliptique de la Lune, qui n'est pas écliptique par rapport au Soleil. Elle est décalée de 5 degrés. Nous avons appris cela, et je vous réfère à la vidéo des cycles dans des cycles, concernant les éclipses. Vous la trouverez sur Vérité Plane Traduction. C'est pourquoi nous n'avons pas de nouvelles éclipses solaires chaque mois. Car le Soleil et la Lune ne se croisent pas comme cela à cause de leur plan d'oscillation. Si les plans étaient de niveau, ils se croiseraient beaucoup plus fréquemment. Mais à cause de cette différence, ils se ratent plus souvent qu'ils ne se connectent. Nous avons donc la force centrifuge représentée à l'opposé de la force gravitationnelle, toujours du côté opposé du corps gravitationnel.
Nous avons la force génératrice de marée, qui est bien sûr en relation avec la distance, et l'intensité de la force est celle de la loi du R au cube. Donc plus ils se rapprochent, plus elles sont fortes, et plus ils s'éloignent, et plus elles sont faibles. Et nous avons couvert l'inclinaison de l'orbite de la Lune et les renflements de marée qui s'alignent perpendiculairement. C'est pourquoi nous avons des choses comme les marées semi-diurnes, diurnes et mixtes. Parce que si vous êtes ici sur cette Terre sphérique, ici ça se rétrécit. Alors vous avez cet angle d'oscillation à travers le renflement de marée lorsque vous tournez et vous faites du hula-hoop à travers ce ridicule renflement de marée. Je veux dire, à travers ce renflement de marée. Alors cette inclinaison de 23,4 degrés signifie qu'ici vous aurez une marée super haute et une marée super basse. Et c'est pourquoi il n'y a pas deux marées hautes partout dans le monde à cause de ce plan d'oscillation. C'est pourquoi nous avons des marées semi-diurnes, diurnes et mixtes selon la latitude. Alors ici, un autre diagramme du même exemple, où nous avons la déclinaison et l'inclinaison, et nous avons les différences qui causent la diurne, la mixte et la semi-diurne. Je l'ai en quelque sorte expliqué sur la dernière diapositive, mais celle-ci est une bien meilleure image pour nous le faire savoir. Et à cause de ce plan d'oscillation, nous allons avoir une marée ridicule ici, et qui est super haute et super basse, ok? Comparativement, la même chose ici en bas est plus ou moins égale avec la marée semi-diurne tout au long des latitudes mixtes. Rappelons-le, 90% des gens vivent d'ici jusqu'en haut. Donc nous n'avons affaire qu'à 12% des gens ici en bas, avec des marées folles non lunaires. Donc en passant en revue les forces de marée, la relation de distance, la Lune est toujours plus forte. Elle sera toujours plus forte que le Soleil. Nous devons nous soucier d'une orbite elliptique, qui bien sûr nécessite géométriquement une accélération et un ralentissement, ce qui ajouterait un niveau de complexité aux mathématiques que nous faisons. Ce n'est donc pas l'une des hypothèses que nous allons simplement ignorer. Nous devons donc tenir compte de cette accélération et de ce ralentissement réel. Et dans ce cas, nous devons traiter spécifiquement du maximum et du minimum, ou du périgée et de l'apogée. Or, chacune de ces orbites en aura une. Si vous connaissez Kepler, nous parlons toujours simplement de sections coniques de géométrie de base, et c'est une zone à l'intérieur des sections coniques. C'est tout ce qu'ont jamais été les orbites. Newton a décrit les mêmes équations exactes, la même périodicité, les mêmes relations, en insérant simplement de la masse et en mentant sur sa nécessité dynamique. Mais ce ne sont que des orbites elliptiques que nous allons parcourir et induire ensuite pour nos influences de marée. Donc, à cause de cela, nous avons l'influence du Soleil, parce qu'il exerce bien sûr cette force gravitationnelle très lointaine, mais équivalente dans tout le système solaire, ce qui crée son propre ensemble de renflements de marée tout au long de l'année, tout au long de chaque cycle de 29 jours. Et lorsque les renflements lunaires et solaires sont en phase pendant les pleines et nouvelles lunes, ils interfèrent de manière constructive. C'est donc ce que nous appelons la marée la plus haute et la marée la plus basse, les vives eaux et les mortes eaux. Ce qui les provoque, disent-ils, c'est lorsque l'influence gravitationnelle du Soleil et celle de la Lune s'alignent linéairement. Ou d'un point de vue géosynthétique, par exemple, lorsque le Soleil et la Lune sont proches l'un de l'autre. Bien sûr, s'ils exercent tous deux une influence gravitationnelle basée sur leur masse, alors ils supposent que cette influence rebondirait et se renforcerait mutuellement, comme par exemple un champ toroïdal l'un à côté de l'autre. Ils supposent qu'ils rebondiraient, se redoubleraient et se renforceraient. Donc ils ont un double corps céleste qui agit sur la marée, et c'est à ce moment-là qu'ils obtiennent leurs marées hautes les plus hautes. Cependant, ils n'obtiennent pas les marées hautes les plus hautes exactement là où se trouvent les corps solaires. Ils les obtiennent à 45 degrés du centre. Nous verrons tout cela plus tard, mais c'est tout le processus que nous allons expliquer. Et voici une bonne représentation de la façon dont cela se produit tout au long de l'année en fonction de la proximité du Soleil et de la Lune. Et bien sûr, la Terre tourne autour du Soleil. Et n'oubliez pas que nous allons devoir tenir compte de cette force centrifuge de rotation. Et certainement pas de l'inverse, j'espère, d'accord? Car nous devons utiliser des forces et des mathématiques du monde réel lorsque nous essayons de calculer l'influence de chacun de ces corps célestes sur la force de marée, qui est très calculable. Nous avons donc déjà évoqué la différence entre le Soleil et la Lune, mais comme elle est supérieure à un facteur de 2,5 fois 10 puissance 7, ça ne paraît pas si grand, je suppose. Et que la distance entre eux est 400 fois celle de la Terre et de la Lune, et que les forces de marée effectives sont environ un facteur de 2 facteurs de moins, disons que la Lune inflige 2 fois plus d'influence de marée que le Soleil, à peu près. Nous allons entrer dans les mathématiques pour confirmer cela dans une seconde. Le déséquilibre ici, cependant, bien sûr, déforme l'eau et fait ce renflement. Nous avons donc ceci.
Alors, Neil deGrasse Tyson a dit que c'était 14 miles ou quelque chose comme ça. La masse dit que c'est environ 55 centimètres. Donc si vous cherchez ce renflement de 14 miles, je ne suis pas sûre que vous le trouviez. Vous pourriez trouver le renflement de 55 centimètres, mais vous devez vous rappeler ce que nous supposons lorsque nous recherchons cet effet en premier lieu. Alors, nous avons ce diagramme montrant qu'en raison de ces influences de marée, et bien sûr de l'équilibre entre les forces gravitationnelles et centrifuges, nous avons alors ce diagramme vectoriel de forces combinées de toutes les forces indépendantes dont nous parlons. Et bien sûr, elles vont pointer uniformément vers l'influence, la Lune ou le Soleil, respectivement. Ça a l'air bien, c'est logique. Revenons donc aux vives eaux et aux mortes eaux, les plus hautes des plus hautes et les plus basses des plus basses. C'est lorsque les forces d'accélération des marées solaires et lunaires s'alignent. L'accélération des marées est ce qu'ils appellent l'influence gravitationnelle des corps célestes. Et l'interférence constructive linéaire est ce qu'ils appellent cet aspect spécifique lorsque le Soleil et la Lune se rencontrent et que leurs influences gravitationnelles supposées sont amplifiées l'une sur l'autre. Alors, en ce qui concerne les ondes sonores, l'interférence constructive est facile à expliquer. Vous avez des interférences constructives et destructives. C'est aussi très facile pour la théorie des ondes qui est, vous savez, un fluide dans la dynamique des marées. Si deux vagues interfèrent de manière constructive, cela signifie que, par exemple, l'une frappe l'arrière de l'autre et elles vont dans la même direction. Elles accélèrent toutes les deux et deviennent plus grosses. Si elles se croisent perpendiculairement, alors bien sûr, elles deviennent plus petites et ralentissent. Super facile à comprendre. Certainement pertinent pour les mathématiques que nous allons appliquer, mais également pertinent pour la dynamique des fluides sonores. Et si vous voulez vous en donner à cœur joie, vous pouvez faire des interférences lumineuses, quelque chose comme avec la Lune et le Soleil, lorsque nous obtenons des interférences constructives et destructives. Alors, nous avons les mortes eaux lorsqu'elles interfèrent de manière constructive, mais pas lorsqu'elles sont ensemble. Si les forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune ensemble sont à l'origine des marées très hautes, alors pourquoi ne se produisent-elles pas directement là où la force gravitationnelle s'exerce? En fait, cela se produit perpendiculairement à cela, donc pas à l'opposé. Si c'est là que se trouvent le Soleil et la Lune, cela se produit ici, à 45 degrés. Le Soleil et la Lune sont ici. Ensuite, les plus hautes des hautes se produisent ici et les plus basses des basses ici. Et les marées moyennes se produisent ici. C'est toujours à un angle de 45 degrés, jamais exactement à l'opposé. Même dans la théorie de l'équilibre, en supposant toutes les variables dont ils ont besoin, en insérant la masse dont ils ont besoin et en changeant fondamentalement tout ce qui est nécessaire pour chaque aspect dont ils ont besoin, cela ne fonctionne toujours pas exactement comme ils auraient besoin pour faire tourner l'ensemble du système de 45 degrés. Lorsque nous l'abordons depuis une position géocentrique, nous serons en mesure de montrer à quoi cela ressemble vraiment et comment cela affecte réellement la force de marée. Je vais assez vite, j'ai beaucoup de diapositives, mais il y a beaucoup de visuels et je pense que nous avançons à un assez bon rythme. J'essaye d'aller un peu plus lentement. J'ai une question ici. La longitude céleste ne s'étend-elle pas au-dessus et au-dessous du niveau de la mer? La longitude céleste, bien sûr que oui, mais cela signifie-t-il que les corps célestes ont cette influence à ce niveau? Nous parlons déjà d'une influence de proximité, mais nous n'avons pas également parlé de l'influence de la hauteur, mais nous l'inclurons certainement dans les mathématiques plus tard. Ok, merci. Revenons donc à l'orbite elliptique de la Lune, donc l'aspect géométrique et la nécessité d'accélérer et de ralentir. Et bien sûr, les mathématiques en tiendront compte. Si nous nous référons à nouveau à nos connaissances sur le cycle des éclipses et à ce que nous savons des 18,6 ans, ce n'est pas aléatoire. C'est la période du cycle lunaire. C'est une période qui connecte le mois normalistique, le mois draconique et où les autres périodicités de l'orbite lunaire et tout s'aligne et correspond. D'accord? Donc cela ne correspond pas seulement au cycle des éclipses, cela va aussi pour le cycle des marées, pour les super hautes des hautes et les très basses des basses. Allez comprendre. Il semble que la Lune ait la plus grande influence sur toutes ces choses, y compris les éclipses, et semble-t-il, les marées hautes les plus hautes et les marées basses les plus basses. Donc l'alignement de l'orbite de la Lune par rapport à notre orbite, bien sûr, a une autre oscillation, comme nous l'avons dit, l'inclinaison de 23,4 degrés. Et encore une fois, en raison de la loi de Kepler, sur les aires égales, nous savons que nous devons faire la variation dans le calcul pour obtenir notre périodicité réelle qui serait un cycle de 24 heures 50 minutes ou de 12 heures 25 minutes. Donc c'est un demi-cycle, 12 heures 25 minutes, un cycle complet, 24 heures 50 minutes. Tout le monde peut voir comment nous allons obtenir cela. Cela va, vous voyez, du haut vers le bas. Et nous avons juste ici la mesure de la période des cycles, maximum et minimum.
Bien sûr, la différence ici est de 13% entre le moment où c'est ici et quand c'est là-bas. En raison de la nature de l'éclipse, ce ne sera pas une relation symétrique. Elle va s'affaiblir à mesure qu'elle s'éloigne et devenir plus forte à mesure qu'elle se rapproche. Et c'est ce que représentent ces 13%. Ceci était un outil en ligne astucieux qui va nous montrer comment calculer ce dont nous venons de parler. Mais nous n'avons pas besoin de le faire maintenant. Nous avons en fait 2 ou 3 autres exemples pour commencer. Nous avons donc ici la preuve d'une première carte héliocentrique. Nous avons la force de la marée calculée, qui, comme nous pouvons le voir, est la force gravitationnelle moins la force centrifuge, comme nous l'avons toujours dit. Nous allons le déterminer avec les variables et les constantes réelles. Dans une seconde, nous allons les remplir. Mais nous avons encore la marée semi-diurne, la plus haute des hautes et la plus basse des basses, la marée morte haut et la marée vive haut. Donc, ils imitent et font évoluer un renflement de marée lunaire dans un renflement de marée solaire, ce qui donne une marée de vive eau, car ils interfèrent de manière constructive de cette façon, ou marée de morte eau lorsqu'ils s'annulent en quelque sorte. S'ils vont perpendiculairement dans des directions opposées, ils interfèrent de manière destructive l'un avec l'autre. Donc, ils s'équilibrent en fait. Vous n'obtenez donc pas de marée très haute et très basse, vous obtenez des marées moyennes. Les mathématiques le montreraient également. Et encore une fois, le cycle de marée que nous venons de passer était de 29 jours et demi par phase lunaire. Mais aussi pour les marées de vives eaux et de mortes eaux, nous en avons la moitié sous forme d'oscillation. Ainsi, l'alignement de la syzygie Terre-Lune, comme nous l'avons dit précédemment, et pour les éclipses, crée les renflements solaires et lunaires qui peuvent interférer de manière constructive ou destructive en fonction de leur position, créant les plus hautes des hautes et les plus basses des basses. Nous allons approfondir ce point car nous allons bientôt passer à la comparaison géocentrique. Donc nous revenons à la périodicité lunaire et à son effet sur les marées. Je pense que c'est un bon diagramme car on peut le voir changer de phase et osciller, non pas perpendiculairement, mais à 45 degrés. Donc alors, 27,3 jours pour le mois lunaire, qui est un mois synodique. C'est l'une de ces périodicités lunaires requises pour les éclipses et pour les marées, les harmoniques de marée. Et les prévisions doivent toujours inclure le cycle lunaire, très important. C'est presque la seule chose dont vous avez besoin, mais nous y reviendrons. Donc, un jour lunaire, 24 heures 50 minutes. Vous remarquerez peut-être que ce n'est pas un jour solaire ou un jour sidéral. La différence entre le temps qu'il faut aux étoiles pour faire le tour est différente du temps qu'il faut au Soleil, qui est différent du temps qu'il faut à la Lune. Ce sont les 3 périodicités et temps différents que nous allons utiliser. Ils correspondent en fait à des choses comme l'année tropicale, l'année solaire et l'année sidérale. Mais nous y reviendrons également un peu plus tard. Nous allons donc passer en revue très rapidement les périodicités. L'inégalité diurne correspond simplement à la différence de hauteur ou de temps entre les deux marées ou les deux marées basses au cours d'une journée lunaire. Donc en gros, d'un lever de lune à l'autre, vous obtenez 24 heures et 50 minutes. C'est à cela que l'inégalité diurne ferait référence. Nous avons donc déjà abordé le demi-mois synodique, car nous avons inclus le mois synodique, mais il s'agit d'un demi-cycle d'environ 14,77 jours, la moitié du temps qu'il faut à la Lune pour faire un cycle complet de 29,53 jours. Toutes les périodicités lunaires durent environ 29 ou 28 jours. Elles sont toutes subtilement différentes. Mais lorsque le cycle lunaire coïncide, elles ont toutes à nouveau la même constante. C'est pourquoi ce sont des périodicités. Elles s'accumulent et s'additionnent toutes indépendamment. Mais chaque fois que le cycle lunaire se termine, elles ont toutes la même valeur. C'est très intéressant. Et c'est important pour les marées, bien sûr, car cela représente le moment d'une nouvelle lune par rapport à une pleine lune. Le mois synodique est donc la périodicité la plus importante pour nous, car il va uniquement déterminer la luminosité, ou dans ce cas, la phase de la Lune. Je l'appelle luminosité, mais ils font référence à la phase comme une mesure directe de la luminosité. Si vous avez un croissant de Lune, par exemple, cela vous donnera un pourcentage de luminosité. Ils sont donc en quelque sorte équivalents. Mais nous l'appellerons luminosité et ou phasage à mesure que nous avançons. La périodicité suivante est le mois tropical, qui n'est qu'un nom différent de l'un des mois que nous avons déjà abordés. Il dure donc 27-32 jours, et c'est le temps qu'il faut à la Lune pour revenir à la même position par rapport au Soleil. Donc si le Soleil et la Lune sont tous deux en orbite, la Lune devrait à nouveau dépasser le Soleil, et quand cela se reproduira, cela déterminera ce cycle. Mais n'oubliez pas que lorsque le Soleil se déplace, la Lune le poursuit. Il lui faut donc un peu plus de temps et un peu plus de distance pour récupérer que vous ne le penseriez au départ.
L'un des derniers serait le mois anomalistique, qui est une périodicité lunaire très familière. Il va affecter toutes les marées et il est de 27,55 jours. Et il s'alignerait sur la même constante à la fin du cycle. Et il fait simplement référence à la distance de la Lune par rapport à la Terre, qui varie en raison de son orbite elliptique. Donc, comme la Lune est notre plus grand contributeur, cela va affecter l'ampleur des forces de marée, et elle est plus forte quand elle est la plus proche et plus faible quand elle est la plus éloignée. C'est basique là. Alors aussi, nous avons la convergence semi-annuelle, qui, lorsque nous parlons de marée, va être une augmentation de l'amplitude des marées qui se produit lorsque les inclinaisons du Soleil sont les plus proches de l'équateur pendant l'équinoxe. Ainsi, les renflements solaires et lunaires s'alignent plus directement en raison de la position équatoriale du Soleil, renforçant la marée vive haut. Donc, quand il se renforce, la force gravitationnelle augmente. Il est intéressant de noter que la Lune, lorsqu'elle entre dans cette phase, la nouvelle phase semble avoir une influence gravitationnelle plus élevée d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est que l'ombre, alors je ne sais pas comment cela changerait la masse de la force gravitationnelle. Mais ce n'est pas grave. Nous pouvons simplement l'attribuer au corps proche, le Soleil, et nous allons pour sûr examiner cela de près dans un instant. Le dernier point de cette section, le cycle nodal, 18,6 ans. Il s'agit donc de plusieurs cycles additionnés. Et c'est la régression des nœuds de la Lune, qui se situe juste à l'endroit où la Lune croise le plan orbital de la Terre. Donc rapidement, si on revient sur les éclipses, le nœud se trouverait lorsque la Lune croise l'écliptique du Soleil. Donc le Soleil à 23,5, la Lune à 5. Et finalement, quand ils se croisent en hauteur. On obtient alors une véritable éclipse. Et c'est cela dont nous parlons. C'est pourquoi ce cycle est exactement aussi long qu'un cycle lunaire. Et juste pour résumer, nous avons les anciennes périodicités, le mois sidéral, comme nous l'avons dit avant, le mois synodique, le mois tropical, le mois anomalistique, le mois draconique. Remarquez à quel point leurs valeurs sont proches, 27, 29, 27, 27. À la fin d'un cycle de 18 ans, ils se remettent en phase. Ce ne sont que quelques-uns des diagrammes tirés de notre ami Fred Espenac de la NASA, le seul qui crée réellement les prédictions d'éclipses, les périodicités, les données et toutes ces bonnes choses. Mais cela vient juste du modèle du globe. Ça? Non, les éclipses. Ils disent que le modèle du globe les prédit, mais on a besoin d'un mec. Si c'était juste le modèle du globe, n'utiliserait-on pas simplement le modèle du globe? Oh, j'ai une autre présentation de 2 heures sur les éclipses. Nous devrions faire ça, histoire de l'aborder en profondeur. Mais bon, sans ce Fred Espenac, il a tout prévu. La NASA ne sait rien. Tout ce que la NASA a à faire, c'est obtenir le crédit, créer le diagramme de physique de comment les trois corps fonctionnent ensemble. Et parfois, ils ne le font pas correctement. Donc Fred se lave de tout ça quand il se trompe. Eh bien, il a dit que Fred est responsable de toutes les erreurs. Eh bien, toutes les prédictions d'éclipses, mais pas toutes les récréations de physique, dit-il. C'est ce que j'ai découvert. C'est drôle. Donc oui, ce ne sont que les graphiques des périodicités de base du cycle lunaire que nous avons examinés. Et je les ai tirés directement de Fred Espenac et non de la NASA. Revenons donc à nos théories des marées. On va passer ça vite fait. La prédiction astronomique. Donc encore une fois, si vous négligez la topographie, la côte, la météo, tous les facteurs, la friction, la rotation, tous les mouvements, et si vous supposez que tous les océans sont uniformes et qu'ils réagissent instantanément, alors oui, vous pouvez faire une prédiction avec une prédiction astronomique pour la marée d'équilibre. Vous pouvez également utiliser des données réelles appelées méthodes statistiques, qu'ils appellent l'analyse harmonique, comme nous l'avons vu auparavant, qui peuvent réellement prédire ce que sont les marées quotidiennes et annuelles. Cela présente des inconvénients, mais pas autant que si vous devez supposer que tous les aspects ou tous les facteurs du monde ne sont pas là. Et puis vous avez l'hydrodynamique, qui est essentiellement l'histoire de l'eau dans le bassin et les champs de résonance. Donc c'est leur carte réelle où ils pourraient prédire en fonction de l'endroit où se trouvait l'eau, où l'eau va aller en fonction de la topographie. Et remarquez que rien de tout cela n'est la masse de la Lune avec l'influence gravitationnelle. La seule chose que le modèle peut prédire, ce sont les marées de vives eaux et de mortes eaux. Donc si vous regardez la phase de la Lune, vous pouvez déterminer laquelle de ces deux phases se produira ensuite. Et c'est tout. C'est tout ce que vous pouvez en déduire. C'est tiré d'un des articles que nous allons citer à la fin ici. Ça va juste vous montrer la marée semi-diurne lunaire représentée graphiquement sur quelques années, de 2002 à 2012, à différentes latitudes, dans un intervalle de 20 degrés, donc à 0 degrés, 20 degrés, 40 degrés, nord ou sud. Et ce que cela montre, c'est qu'au fil du temps, les maximums deviennent plus grands et les minimums plus petits. Donc la période de l'amplitude réelle des marées change constamment.
L'année prochaine, ce ne sera pas la marée haute de cette année. Elle sera plus haute ou plus basse, selon qu'elle se situe dans ses périodes ascendantes ou descendantes. Mais elle change presque perpétuellement. Donc dans 10 ans, ce ne sera pas exactement ce que c'est maintenant. Ce sera un autre facteur oscillant de différence qui sera très difficile à prévoir. Cela vient de cet article. Il s'agit simplement de passer en revue la variabilité différente de la marée semi-diurne lunaire. Il s'agit donc de l'amplitude de la marée. Alors, son amplitude ne serait que le changement de marée. Donc, pour ce qui se passe de la marée basse à la marée haute, ce serait l'amplitude de marée pour cette section. Et celui-là montre comment, dans la même zone, l'amplitude de marée change au fil du temps. Donc, ajouter une couche d'imprévisibilité à la théorie dynamique des marées qui n'utilise pas la masse ou la gravité, où tout ce qu'ils disent qu'elle fait est en fait toujours un peu insuffisant, car elle ne peut pas être utilisée pour prédire le retour réel des mêmes niveaux de marée, car ils oscillent et changent également au fil du temps. Alors maintenant, on va passer aux mathématiques géocentriques de Robert Bennett. Alors, on a là la même période que l'autre carte, et cela ne montre que la valeur maximale. Donc, encore une fois, tout cela provient de la même zone. Et nous pouvons voir à quelle hauteur les marées étaient cette année-là, par rapport à cette année-là, par rapport à cette année-là. C'est la même périodicité, c'est le même point dans le cycle. Des marées très différentes, des maximums très différents. Tu as dit que c'était plus important dans le sud? C'est oscillant. Donc il y a des périodes où les marées deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus grandes, puis de plus en plus petites et de plus en plus petites. Donc cela ne dépend pas vraiment du sud et du nord. Que dirais-tu de manière générale si tu devais prendre une année entière de données, y en aurait-il une qui serait plus grande que l'autre? Je pense qu'il y aurait une période pendant 5 ou 6 ans où les marées seraient plus importantes dans le nord, et puis environ pendant 1 an, elles seraient égales, et puis les 6 années suivantes, elles seraient plus importantes dans le sud. En quelque sorte, elle oscille et change. C'est exactement comme une onde sinusoïdale. Tu sais, l'onde sinusoïdale, le graphique qui monte et qui descend, sauf que le minimum et le maximum changent. Alors voilà, c'est une onde sinusoïdale oscillante. Revenons donc à notre explication héliocentrique des influences gravitationnelles de la théorie de l'équilibre. Alors, nous allons simplement revenir à l'exigence de la force centrifuge comme équilibre de la force gravitationnelle. C'est important parce que nous allons utiliser des mathématiques qui vont tenir compte de ces deux forces. Mais il y aura des problèmes avec cette partie spécifique. Nous avons besoin de la force centrifuge pour équilibrer la force gravitationnelle. Si nous allons être dans le système gravitationnel newtonien, nous devons faire attention à la façon dont nous allons l'appliquer. Donc, lorsque vous êtes en orbite, vous êtes en fait en chute libre, ok? Donc, si la Lune est en chute libre autour de la Terre, alors la Terre est en chute libre autour du Soleil. Et alors, l'influence gravitationnelle du Soleil est ce qui va en fait causer notre force centrifuge. Mais nous y reviendrons pour sûr plus tard. Nous avons une force de marée comme force différentielle. Donc, la force de marée est toujours la force différentielle et le net, comme nous l'avons vu au début. Donc, c'est l'expérience sur Terre, due à la Lune, qui est toujours le résultat de la gravitation et de la force centrifuge. Et bien sûr, et nous avons déjà dit cela, c'est plus proche du corps gravitationnel et plus loin des marées de la force centrifuge. Et nous allons continuer à dire cela parce que les mathématiques que nous utilisons pour expliquer cela sont le nœud de tout le débat ici. Voyons. Juste un diagramme de base de la façon dont elles s'additionnent et comment elles doivent s'équilibrer. Nous n'avons pas cela. Nous n'avons pas cela sans cela, d'accord? Nous ne pouvons donc pas avoir une force d'équilibre équilibrée ou une théorie de l'équilibre si nous n'avons pas de force en équilibre. Nous devons avoir une force centrifuge opposée, sinon rien de tout cela ne fonctionne. Et donc alors, c'est exactement comme ça que nous devons l'avoir, d'accord? Donc les lunes ici, un gros renflement, l'équilibrage centrifuge ici, un plus petit renflement, les marées moyennes ici, tout est pareil. Alors nous allons prêter attention à cette partie. Il est question de force centrifuge due à la révolution autour du barycentre. Nous devons en tenir compte. Nous allons attribuer le centre de la Terre lorsque nous ferons nos calculs géocentriques, avec ensuite un décalage équivalent pour nous assurer que nous en tenons compte, d'accord? Et juste pour mettre le point final, sans la force centrifuge, la théorie de la dynamique des marées devrait être complètement réexaminée et refaite. Nous allons donc passer à notre théorie dynamique des marées, qui est la théorie opposée, qui inclut les points amphidromiques, les bassins de marée et les données réelles.
Bien sûr, il s'agira de la carte corrigée de l'amplitude des marées pour vous montrer les plus hautes des hautes et les plus basses des basses. Donc ici, l'amplitude la plus élevée est en rouge et l'amplitude la plus faible est en bleu. Nous verrons beaucoup de ces cartes plus tard. Alors maintenant, l'un de nos bons amis géocentristes, Robert Bennett, a publié un article intitulé « Le témoignage géocentrique de nos marées, une brève étude des effets secondaires proches et lointains de la gravité ». C'était un excellent article que nous allons copier et utiliser dans son intégralité. Alors bien sûr, Robert Bennett n'est pas un terraplaniste, il est géocentriste. Donc son explication inclura la gravité et la masse. Cela nous convient, pour l'instant, je pense. Nous allons continuer, supposer que nous sommes des héliocentristes, et dans notre paradigme, nous aurons toujours des questions et des problèmes avec les mathématiques. Donc l'article de Robert visait essentiellement à résoudre ce problème, d'accord? Le même problème que nous n'avons cessé de marteler. C'est que nous avons des marées hautes et des marées basses qui ne correspondent pas à la proximité du corps solaire qui en est la cause. Si c'est vraiment dû à la gravité, alors pourquoi, quand le corps gravitationnel passe, je ne vois pas toute l'eau suivre le corps gravitationnel, suivre le Soleil, suivre la Lune? Personne ne voit ça, jamais. Ils doivent donc supposer que ce qui se passe réellement est un peu plus compliqué. Il a donc décidé de résoudre exactement pourquoi cela se produit avec quelques mathématiques. Maintenant, nous allons passer en revue ces mathématiques, mais ce ne sera qu'un tas de physique. Nous allons nommer certaines variables, nous allons nommer certaines constantes, nous allons remplir les équations, nous allons faire un peu d'algèbre, puis nous allons remplir les constantes à la fin pour obtenir nos forces réelles. Il commence donc par sa géostatique. Et encore une fois, nous allons simplement prendre quelques représentations picturales de ce dont nous allons parler. Alors, nous avons notre renflement de marée et nous avons le renflement centrifuge opposé. Et nous avons des mathématiques à essayer de mettre en place pour essayer de quantifier ces forces, pour voir laquelle est la plus forte, laquelle exerce sur qui et laquelle est la plus grande en gros. Nous avons donc quelques variables ici. Nous avons G, notre bonne vieille constante gravitationnelle, et si nous avons prêté attention à notre dernier débat, nous savons que nous n'avons pas peur de G. Nous savons ce que signifie la constante gravitationnelle. Nous savons comment la dériver cinématiquement, et nous savons que ce n'est qu'une moyenne dépendant de notre latitude. Alors, nous allons également utiliser la masse de la Terre, ici représentée par ME, la masse de la Terre, RE, le rayon de la Terre, MM, la masse de la Lune, super facile. Et le petit d va être notre distance de la Terre à la Lune. L'accélération des marées est en fait un problème courant que les gens résolvent tout le temps. C'est courant dans les cours de physique, c'est courant dans les théories dynamiques des marées de niveau supérieur. Et si vous allez sur Wikipédia, vous l'aurez également. C'est l'effet des forces de marée sur un satellite naturel en orbite et sur la planète primaire autour de laquelle il orbite. C'est bien sûr le seul exemple qu'ils ont pour cela, c'est la Terre. Mais ils ont une définition générale pour tous ces autres corps qui peuvent ou non être dans le ciel. L'accélération provoque une récession progressive, de sorte qu'elle prograde l'orbite en se déplaçant vers une orbite plus élevée loin du corps, et un ralentissement correspondant de la rotation. Le processus conduit donc finalement à un verrouillage gravitationnel à chaque fois. C'est incroyable. Du plus petit corps d'abord, puis plus tard du plus grand, théoriquement plus grand. Et le système Terre-Lune est le cas le mieux étudié. Il est dit que c'est le seul cas d'étude, mais c'est aussi le meilleur cas d'étude. Donc alors, nous avons une décélération de marée pour la force opposée pour cette période orbitale qui est plus courte que la rotation primaire, qui est dans une direction rétrograde. Si nous regardons simplement l'entrée Wikipédia, c'est un peu plus simple. Il y est dit, c'est un effet de force de marée entre le satellite en orbite naturelle et la planète. Et ici, nous avons les mathématiques pour décrire la force. Alors maintenant, nous allons utiliser les mathématiques de Robert Bennett cependant. Et donc, nous avons des constantes à déterminer, mais cette image, c'est ce dont nous allons traiter, nous allons essayer de trouver les mathématiques qui quantifient l'accélération aux points A et B. Ce serait ici par rapport à B, puis B qui est par rapport à O. Rappelez-vous donc que nous avons un barycentre. On a le centre de la Terre, ce qui signifie géocentrique. Et donc ça veut dire qu'on va devoir faire un décalage. Nous devons obtenir cette distance, puis cette distance de décalage, pour être sûr de faire le bon calcul. Nous essayons donc de trouver l'accélération de A par rapport à O. C'est ici. Et c'est ici. Ce qui serait l'accélération de A moins l'accélération de O, d'accord? Parfait. Et puis nous avons la même force correspondante ici, l'accélération de B par rapport à O, et par rapport au centre de la Terre, puis au barycentre. Nous allons obtenir la force gravitationnelle de la Lune sur la Terre par rapport à ces distances. On va donc être prudent et on va remplir tout cela, et nous allons obtenir la force d'accélération de marée équivalente réelle pour chaque corps.
Donc pour A, l'accélération de A à O, on commence par la force gravitationnelle, puis on a la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré moins 2 fois la force gravitationnelle de la masse de la Lune multipliée par le rayon de la Terre sur la distance entre la Terre et la Lune au carré. Pour le comparatif B, on va obtenir A par rapport à B de O, et on va obtenir moins la force gravitationnelle de la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré, plus 2 fois la constante gravitationnelle multipliée par la masse de la Lune multipliée par le rayon de la Terre sur la distance au cube. Donc, on a cette relation inverse au cube de la distance. Nous la représentons correctement. Nous n'avons pas encore renseigné nos variables, mais nous allons faire un peu plus d'algèbre et déterminer ce que nous allons obtenir ici. Donc alors, juste pour mettre les choses en perspective, nous avons O et X qui sont respectivement le centre de la Terre et de la Lune. Donc le centre de la Terre, le centre de la Lune. Mais le rayon de la Terre est RE, et la distance, bien sûr, D. La masse de la Terre est ME, et la masse de la Lune, MM. Et l'accélération vers la droite est positive. Donc la seule chose que nous allons ajouter ici est qu'il s'agit d'une accélération positive vers la droite et d'une accélération négative vers la gauche. Nous allons simplement le représenter dans un diagramme 2D. Allez, un petit peu plus. Comme on le voit, l'accélération en B, à l'opposé de la Lune, est donnée par l'accélération de B est égale à la force gravitationnelle négative multipliée par la masse de la Terre sur le rayon de R au carré, plus la force gravitationnelle de la masse de la Lune sur la distance entre la Terre et la Lune, moins le rayon de la Terre au carré, approximativement égal à la force gravitationnelle négative de la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré, plus la force gravitationnelle de la masse de la Lune sur la distance entre la Terre et la Lune au carré, multipliée par 2 fois le rayon de la Terre sur la distance. Je sais que ça devient un peu fou. Je ne fais que répéter les mathématiques, mais je veux m'assurer que tout le monde sache ce que signifie chacune de ces choses. Et si je le dis à chaque fois, j'ai l'impression que les gens comprendront. Comparativement, nous allons maintenant obtenir avec A. L'accélération de A va être la force gravitationnelle de la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré, plus la masse gravitationnelle de la Lune sur la distance entre la Terre et la Lune, plus le rayon de la Terre, et tout cela au carré ensemble, ce qui équivaut approximativement à la force gravitationnelle de la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré, plus la masse gravitationnelle de la Lune sur la distance entre la Terre et la Lune au carré, le tout multiplié par 1 moins 2 fois le rayon de la Terre sur la distance au carré. Donc, nous avons approximativement la force gravitationnelle du calcul sur la distance au carré sous forme de rapport. Et nous allons simplement regarder ce que nous résolvons réellement ici. Sorry about the interruptions with the sound. It's going to go off no matter what I do. I even deleted the whole scene. Still goes off. Weird. Nos accélérations ont été déterminées, mais nous allons juste pointer vers ce que nous regardons. Nous avons donc ceci, avec cette accélération et l'accélération à ce point au milieu. Nous avons donc A à B, A à A, et notre force représentative égale. C'est presque fini, je le jure. Donc encore une fois, nous allons obtenir l'accélération de marée de A par rapport à O. Nous allons donc obtenir A et B par rapport à O. Nous allons simplement les combiner en gros. Nous avons donc l'accélération de B par rapport à O égale à l'accélération de B moins l'accélération de A par rapport à O égale à environ la force gravitationnelle négative de la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré, plus 2 fois la force gravitationnelle de la masse de la Lune multipliée par le rayon de la Terre sur la distance entre la Terre et la Lune au cube. Donc, comparativement, nous obtenons la même chose pour la force opposée A. Nous avons ici un négatif, c'est la seule différence. Et je vais supposer que tout le monde est d'accord avec ça. Donc alors, si nous nous souvenons de notre calcul d'interférence constructive, lorsque j'ai dit que le Soleil et la Lune sont ensemble, alors donc la force gravitationnelle qu'ils exercent ensemble devrait être additionnée linéairement. Et c'est ce que nous appelons une accélération linéaire combinée des marées. Nous allons donc simplement les additionner. Cela quantifie donc la différence d'accélération due à l'attraction gravitationnelle des systèmes Terre, Lune et Soleil par rapport à la grandeur du rayon de la Terre et à la distance de la Terre et de la Lune. Maintenant, l'autre est le rayon de la Terre et la distance du Soleil. Nous allons également obtenir celui-là, le côté éloigné, d'accord? Nous avons donc cette orbite elliptique. Nous avons une différence d'accélération entre le côté éloigné et le côté proche, que j'ai dit que nous devions prendre en compte et que nous ne pouvions pas ignorer ou supposer. Nous faisons donc ici le calcul qui tiendrait compte de cette circonstance exacte. Et la dernière partie, enfin presque la dernière partie, serait de les échanger et de s'assurer des mêmes calculs avec la Lune remplacée par le Soleil, en remplaçant la masse de la Lune par la masse du Soleil, parce que bien sûr elles seront égales. Et nous pouvons absolument faire cela.
nous assurer que l'influence des marées serait équivalente. Et nous allons obtenir la différence entre chacune des forces agissant sur les marées. D'accord? Nous avons donc les forces de marée solaire et lunaire quantifiées ici. Lorsque nous les combinons sur la même ligne, nous obtenons ces qualités additives ici. C'est donc la même force que nous avons dite. Sauf que maintenant, par rapport à A à B et A à O. Et nous allons simplement ajouter ici au lieu de soustraire pour A à B par rapport à B à A. Différence d'accélération sur Terre. Voilà donc l'effet combiné que nous venons de résoudre, car nous avons pris en compte le côté gauche par rapport au centre, le côté droit par rapport au centre. Nous avons retiré le rayon pour nous assurer que nous avions couvert la distance. C'est donc tout ce que nous avons fait, en tenant correctement compte de notre distance et de nos formes. Donc finalement, en nous basant uniquement sur la force gravitationnelle statique, nous n'avons donc pu tenir compte de rien d'autre que des forces gravitationnelles. Nous n'avons rien fait d'autre, si vous remarquez. Le rapport est le rapport entre l'accélération lunaire et l'accélération des marées qui serait AM sur AS, ce qui serait juste 2 fois la force gravitationnelle de la masse de la Lune multipliée par le rayon de la Terre sur la distance entre les deux au cube. Comparativement, ce serait juste la distance entre la Terre et le Soleil et la distance entre la Terre et la Lune au cube. Donc finalement, lorsque nous le convertissons en unités réelles, insérons nos valeurs et obtenons les valeurs MKS, qui sont bien sûr la masse de la Lune et la masse du Soleil, que tout le monde sait que nous avons obtenues en utilisant la loi de la gravitation de Newton et la masse que nous avons affirmée dans l'équation de Kepler, qui sont basées sur l'optique. Et comme la vidéo de Geran l'a si judicieusement souligné il y a longtemps, les échelles covariantes d'une mesure optique basée sur un arc de 0,53 degrés s'adapteraient ensuite à une distance et une masse comparative, ou à toute variation d'un couplage d'une distance et d'une carte, comme nous le savons. Mais nous utiliserons ces distances dans leur paradigme pour montrer ce que nous allons voir ici, d'accord? Donc tout ce que nous avons déterminé ici, c'est que la force de marée de la Lune est plus forte que celle du Soleil. Nous le savions, mais nous avons déterminé et quantifié exactement à quel point elle est plus forte, 2,3 plus forte. Et encore une fois, c'est juste à cause de la géostatique, tout comme dirait notre ami Robert Bennett, de la seule force gravitationnelle de la Lune. Maintenant, nous n'avons pas besoin de discuter de la force gravitationnelle de la Lune avec M. Bennett, car nous pouvons simplement l'assimiler à une force différente qui serait équivalente à la proximité avec la même relation inversement proportionnelle à la distance. Je pense que tout le monde comprendrait que nous parlons d'électromagnétisme, qui, si on fait référence au dernier débat, a la même relation proportionnelle à la distance que la gravité. Ce serait donc indiscernable dans ce cas, car la force agit sur elle. Cependant, nous savons que les marées varient d'un facteur 2,7 selon l'alignement du Soleil et de la Lune. Tout ce que ça signifie, c'est que si le Soleil est près de vous, vous pourriez avoir un effet 2,7 moins important sur la marée que si la Lune était près de vous. C'est un peu ce que nous avons déjà pris en compte, mais maintenant nous l'avons à nouveau quantifié. Ce n'était donc qu'un résumé. Ceci est la corroboration secondaire extérieure qui montre simplement que tout le monde a déjà obtenu la même valeur. Ce n'est donc pas quelque chose que nous avons inventé. Les forces d'accélération des marées solaires et lunaires sont calculées. Elles sont connues, elles sont dérivées approximativement exactement comme nous venons de le faire, car nous avons obtenu à peu près les mêmes chiffres ici. Quand nous y pensons, le nœud de notre argument ici est que l'accélération de la Lune est plus que 2 fois supérieure à celle du Soleil à la nouvelle Lune. Donc alors, la phase de la Lune est le principal facteur déterminant du changement d'amplitude réel. Lorsque la Lune disparaît, pourquoi augmenterait-elle sa gravité? Augmente-t-elle sa masse lorsqu'elle est en phase de nouvelle Lune? Nous allons devoir revoir ce que nous pensons être les phases de la Lune pour tenir compte de cela. Mais en attendant, avoir une ombre ne devrait pas la rendre plus massive. Cela me semble logique. Ils s'en tirent bien sûr parce qu'ils disent que cela interfère de manière constructive avec la force gravitationnelle du Soleil. Ce que nous n'avons pas vu dans nos calculs, cela ne le montre pas. Mais nous allons aborder la force gravitationnelle du Soleil tout de suite, je pense. Et le domaine de la géocinématique. La Lune ne provoque aucune accélération centrifuge sur les marées terrestres parce que la Terre n'orbite pas autour de la Lune, d'accord? La Lune orbite autour de la Terre, évidemment. Donc c'est super facile. Les mathématiques représentent cela. C'est tout à fait logique. Inversement, cependant, car l'héliocentrisme nécessite que le Soleil provoque l'accélération centrifuge sur la Terre, car la Terre tourne définitivement autour du Soleil, et non l'inverse, d'accord? Certainement. Donc, selon l'endroit où se trouve le Soleil, nous ferons simplement le même calcul. Nous obtiendrons un V pour la vitesse orbitale de la Terre, 30 km par seconde, comme vous le dira quiconque connaît le modèle de frange de Michelson-Morley.
Et puis D représentant les unités astronomiques ou la distance héliocentrique entre la Terre et le Soleil. Encore une fois basée sur des mesures optiques des choses dans le ciel, ce qui contribue à des distances à échelle covariante pour le système solaire, juste pour que nous soyons clairs. Et nous avons, du côté éloigné au côté proche, des mathématiques et des valeurs. Nous allons juste y aller directement parce que ceux-ci sont absolument corrects, mais il s'agit en gros de la force centrifuge exposée par le Soleil. C'est ce que c'est ici. Et nous faisons la différence entre le côté proche et le côté éloigné en raison de nos merveilleuses orbites elliptiques qui nécessitent toujours une accélération et un ralentissement, ou des effets opposés, côté éloigné et côté proche. Vous savez, si un héliocentriste m'aurait expliqué ça, j'étais un globeur il y a longtemps, je trouverais ces mathématiques vraiment convaincantes. Dommage que les mathématiques ne soient pas la réalité, comme Alan le ferait remarquer. Nous avons donc l'accélération centrifuge et gravitationnelle du Soleil. Alors, celle du Soleil, un corps beaucoup plus massif, ne devrait être que 2 fois inférieure à celle de la Lune. Mais lorsque nous calculons cela en nous basant sur la vitesse orbitale de la Terre et la distance, en utilisant la même formule, pour 2 fois la masse gravitationnelle du Soleil sur le rayon de la Terre sur la distance du Soleil et de la Terre au cube, cela donne environ, disons, 5,1 fois 10 puissance moins 7 mètres par seconde au carré. En entrant nos valeurs réelles, nous obtenons que le rapport entre l'accélération centrifuge et l'accélération gravitationnelle, ou le rapport entre le Soleil et le renflement solaire des marées proches et lointains, est de 11 764. Eh bien, cela ne me semble pas correct. Si la force centrifuge due à l'influence du Soleil était 11 764 fois supérieure à son influence gravitationnelle, nous verrions des marées plus importantes, je pense. Des marées beaucoup plus importantes. Nous verrions des marées 12 fois plus importantes. Je veux dire bien au-delà que ce que l'on pourrait attendre de quiconque pour donner une amplitude de marée correcte. Donc ce que nous avons, c'est que dans notre paradigme héliocentrique, si nous avons une exigence selon laquelle les forces d'équilibre doivent être dynamiquement opposées et en parfait équilibre, alors cela échoue lamentablement. Nous avons juste une influence gravitationnelle d'un seul corps qui fait tout le travail et rien ne l'équilibre. Nous pourrions donc conclure à tort que l'accélération centrifuge n'existe pas dans ce cas. Cependant, nous oublierions que dans le modèle héliocentrique, nous assimilons en fait la force centrifuge à la force gravitationnelle. Il s'agit donc à la fois d'une force d'équilibrage et d'opposition à la force gravitationnelle, mais aussi d'une force gravitationnelle. Donc je pense que c'est acceptable. Je ne sais pas si ça justifie tout ça, mais passons à la deuxième conclusion. Disons simplement que le titre de l'accélération centrifuge est nul dans ce cas. Ensuite, l'accélération de la vitesse orbitale de la Terre est ajoutée. Ensuite, vous savez, nous n'avons qu'une force gravitationnelle avec une force centrifuge fictive, d'accord? Il n'y a aucune preuve de cela dans le comportement de la force de marée ou dans les mathématiques qui la justifient. Bien sûr, si vous connaissez Robert Bennett, cela confirme tous les autres tests dont il parle. Le saut de Newton, le rotor de Sagnac. Et ils soutiennent tous une Terre immobile et centrale. Inversement, si vous faites le calcul de l'héliocentrisme, il n'y a aucune preuve via des tests de méthode scientifique ou quoi que ce soit de réel qui teste l'orbite de la Terre autour du Soleil. Il s'avère que nous ne pouvons pas le trouver. Ce n'est pas représenté, ça ne provoque pas de force, et c'est simplement composé d'un équilibrage centrifuge qui n'est pas représenté mathématiquement ou dynamiquement. Mon Dieu, ces dérivations cinématiques tuent l'héliocentrisme. Nous concluons donc que la montée et la descente des marées autour du monde sont une démonstration semi-diurne, mixte et répétitive de la position centrale de la Terre dans l'univers. Ceci était donc tiré d'un article de Robert Bennett. C'était tout son article. En gros, je lui ai volé, mais je suis presque sûre qu'il est d'accord avec ça. J'espère qu'il regarde. Merci Robert Bennett pour tout ton travail. Combien de temps tu lui donnes avant qu'il ne devienne terraplaniste? Nous ne lui avons même pas demandé. Oui, laissez-les tranquilles. Il est à 99% d'accord avec tout ce que nous pensons. Il n'est tout simplement pas nécessaire qu'il soit aussi dans la Terre plane. Donnez-lui le temps. Ouais, je veux dire, le truc, c'est que la génération plus âgée semble têtue. Il y a de fortes chances qu'il ne change pas d'avis sur quoi que ce soit. Eh bien, les scientifiques ont dit depuis longtemps que c'est ce que nous traversons, des périodes où l'ancien doit céder la place au nouveau. Absolument. Et je veux dire, un globe héliocentrique n'est pas la pire chose. En fait, si ça devait être autre chose qu'une Terre plane, un globe éthérique géocentrique serait probablement la meilleure chose. Oh, sans aucun doute. Dire, c'est certainement là où on irait s'il commençait à trouver la courbure. Ce qui serait bizarre 10 ans plus tard, d'accord? Ouais, c'est vrai. Mais je ne comprends même pas comment on peut croire en le globe.
qui n'a pas d'éther ou de mouvement ou quoi que ce soit. Oui. Right, or thinks Oui, en it's pensant que ça vole dans moving l'espace à toute in vitesse, different etc. speeds. Et Or tu if sais, you have l'autre a jour, je connection parlais de up toute cette there, histoire de la tour de then they can Babel. C'est comme power si vous down croyez en la and Bible et aussi à build. We're in l'héliocentrisme, the Bible, c'est comme si vous also croyiez que Dieu est descendu parce qu'il construisait une petite tour et les a tous bousculés en disant vous parlerez tous de nouvelles langues. Mais il les a laissés aller sur la Lune, donc c'est juste bizarre. Vous n'avez jamais de problème avec ça. Pas de construction de tour, mais allez-y cependant dans vos fusées sur la Lune, tout le monde s'en fiche. Je n'y ai jamais pensé, c'est hilarant. Mais ouais, c'est vrai. Vous ne pouvez pas construire une tour pour m'atteindre, mais si vous pouvez passer devant moi pour atterrir dans le ciel, tout ira bien ou peu importe. Quelle était la hauteur de cette tour qu'il construisait? C'est ce que je veux savoir. 375 000 miles? Ouais, la distance jusqu'à la Lune. Ouais, cela a du sens. Il nous reste donc la question, que se passe-t-il vraiment avec les marées? Si ce n'est pas l'influence gravitationnelle, si ce n'est pas toute cette proximité, alors que se passe-t-il? Alors les gens semblent penser que les renflements de marée sont réels. Mettons les choses au clair. Ils ne sont pas réels. Nous supposons tout simplement que la théorie des marées à l'équilibre a une distribution uniforme dans l'océan. Pas de rotation, pas de mouvement, pas de météo, rien. C'est pourquoi on peut supposer un renflement de marée. Si tout cela était vrai, alors on pourrait avoir un renflement de marée. Mais rien de tout cela n'est vrai, donc bien sûr, il n'y en a pas. En vrai, les marées ressemblent à cela, d'accord? Genre, on n'a aucun renflement de marée nulle part. Si quelqu'un avait des preuves des renflements de marée, nous serions vraiment ravis de les voir. Vous pourriez simplement nous les envoyer. Il faut montrer les forces de marée géantes opposées avec une marée haute et une marée basse sur les côtés opposés de la Terre. Cela ne correspondrait pas à quelque chose comme ça, avec toutes les données de marée. We don't, so that's good. Mais ça bouge de toute façon en oscillation. Oui, ça ne ressemble pas vraiment au diagramme des renflements. Diagram. Et si on ne voit pas le vecteur directionnel uniforme qui coïncide avec le corps céleste, je ne l'ai pas vu. You may have to show it a few more times. Je l'ai beaucoup cherché. Il s'avère que vous ne le trouverez jamais. Il n'existe pas. Tout ce que vous obtenez, c'est cette merveilleuse chose d'oscillation spécifiquement contrôlée par les points amphidromiques dans les amplitudes de marée. Mais ce serait fou parce que je ne verrai pas les renflements solaires et lunaires avec les marées récurrentes. Et la seule chose que nous allons garder, c'est les marées hautes-hautes et les marées basses-basses du Soleil, de vive eau et de morte eau, qui seront décalées de 45 degrés. Nous allons devoir convertir cela aux normes du géocentrisme, bien sûr, pour voir ce que cela signifie, à quoi cela ressemble. Mais nous allons garder cette relation parce que cela semble être la seule chose valable pour la théorie de l'équilibre, la corrélation avec les marées de vive eau et de morte eau, où la plus haute des hautes est la plus basse des basses, et donc uniquement sur les phases lunaires. Alors, est-ce vraiment des marées solaires et lunaires? Non, bien sûr que non. Bien sûr, c'est juste la marée. Nous avons la trajectoire du Soleil et de la Lune sur la Terre plane, sur toutes les cartes auxquelles je pouvais penser pour les dessiner. Et nous aurions besoin de voir, vous savez, un vecteur de force unifié, d'une force qui coïnciderait avec toutes les marées sur Terre, pointant uniformément vers un corps. Cela n'arrive jamais. Cela n'arrive jamais, même de loin. Tout est dynamique. Bien sûr, à l'inverse, nous avons nos trajectoires circulaires du Soleil et de la Lune. Et nous avons l'onde sinusoïdale de Mercator. Bien sûr, c'est à cela que cela ressemble, comparativement. Et donc nous avons ces images comparatives réelles de la trajectoire du Soleil et de la Lune. C'est là qu'ils se croisent, bien sûr, pour l'éclipse. Et nous pouvons noter que lorsque la Lune s'approche du Soleil, elle doit devenir une nouvelle Lune ou devenir non lumineuse. Elle entre dans sa phase d'ampoule éteinte, comme je l'appelle, lorsqu'elle n'est presque plus là et qu'elle n'est plus lumineuse. À chaque fois qu'elle approche le Soleil, ça doit le faire. Ce sera l'un de nos incidents fous lorsque nous essaierons de voir ce que la dynamique réelle provoque. Est-ce vraiment le Soleil qui se rapproche de la Lune ou est-ce la phase de Lune qui est rendue nécessaire par sa proximité avec le Soleil? On a une question, s'il te plaît. Il demande si tu as une opinion sur la raison pour laquelle les marées se produisent. Ah oui, absolument. Alors pourquoi les marées se produisent-elles? Je suppose que la meilleure question serait de savoir ce qui a déclenché le mouvement en premier lieu. Parce que ce que nous avons maintenant, ce sont les harmoniques de marée qui oscillent en avant en arrière sur la Terre à perpétuité. Nous avons la marée haute-haute, la marée basse-basse qui oscillent en avant en arrière, sans coïncider directement avec la Lune, mais qui sont modifiées et dirigées par la Lune.
L'explication comparative était que Coriolis affectait le battement des marées. Mais ce n'est que la Lune. Cela a toujours été la Lune. La Lune est ce qui dicte les plus hautes des hautes et les plus basses des basses. Et ensuite, les points amphidromiques dictent l'amplitude. Que sont les points amphidromiques? Je ne sais pas. Il y a une vidéo qui est sortie récemment, un Brésilien qui avait des théories sur ce qu'étaient les points amphidromiques. Je ne suis pas sûre d'être d'accord avec tout ça, mais il a dit qu'il s'agissait de tourbillons avec succion et des sources géantes qui projetaient, tu sais, de l'eau claire dans l'océan. Ce qui modifierait directement la salinisation et changerait l'interférence électromagnétique correspondante. Mais je ne suis pas sûre d'avoir vu des preuves que tous les points amphidromiques étaient des tourbillons. Il existe des tourbillons bien connus qui ne sont pas des points amphidromiques. Et même si je pense que c'est en partie le cas, je ne pense pas que cela se produise quotidiennement ou selon la périodicité infligée dont nous avons besoin. La véritable cause est donc le phasage lunaire, les nœuds de marée et les points amphidromiques. Et pourquoi ils se produisent? Si ce n'était pas le cas, nous aurions des problèmes. Il y aurait beaucoup d'eau stagnante. La véritable raison est donc l'interrelation du Soleil et de la Lune, le système dynamique avec lequel ils interagissent. En vrai, leur interaction est à l'origine de tous les systèmes dynamiques sur Terre. Les éclipses lunaires, les marées, les équinoxes de jour et de nuit, littéralement tout ce qui change au cours des saisons, est lié à l'interaction du Soleil et de la Lune, et plus précisément la différence entre leurs vitesses. Parce que s'ils n'avaient pas cette différence, ils seraient toujours les mêmes. Ils ne se croiseraient jamais. Nous n'aurions rien de tout cela. Nous allons donc, encore une fois, examiner les marées hautes hautes et les basses basses. Et nous allons les associer plus étroitement au phasage lunaire. Les mortes eaux sont là, et le phasage est là. Nous avons donc un décalage de 45 degrés. Ce n'est jamais une syzygie, bien sûr, parce que la Terre n'est pas en rotation. Et nous supposons simplement que lorsque la Lune et le Soleil s'alignent, il s'agit d'une syzygie, car il suppose que cela implique également la Terre. Nous allons passer à notre explication du phasage globulaire avant de passer à notre explication géocentrique. Cela va impliquer l'espace et les globes. Mais c'est comme si la Lune s'approchait du Soleil. Elle entre dans sa nouvelle Lune. Elle ne peut être à côté du Soleil que lorsqu'elle est sombre. Elle ne peut pas émettre de lumière lorsqu'elle est proche du Soleil. Je ne sais pas comment on peut dire ça autrement. Certains disent qu'elle se charge, d'autres disent qu'elle réfléchit la lumière. Je ne pense pas que ce soit l'un de ces deux. Je pense que c'est quelque chose d'un peu différent. Mais nous y reviendrons lorsque nous arriverons à l'explication. En s'éloignant du Soleil, elle devient plus lumineuse, ou alors son phasage augmente. Et maintenant, lorsqu'elle arrive au point le plus éloigné du Soleil, ce sera la pleine lune. Et ce ne peut être une pleine lune que lorsqu'elle est aussi loin du Soleil. C'est littéralement la seule chose qui détermine la façon dont se déroule le phasage, sa proximité avec le Soleil. Donc alors, nous nous souvenons simplement que c'était la périodicité identifiée ici avec leurs ondes sinusoïdales réelles. Ils l'appellent toujours la force gravitationnelle du Soleil, mais on va simplement faire coïncider ça avec les phases réelles de la Lune. Alors, l'interférence constructive et destructive devient très importante pour ce qui se passe ensuite, et spécifiquement, dynamiquement avec les marées et la dynamique et les fluides, lorsque l'interférence des ondes est constructive, elles deviennent plus grandes et plus rapides. Et quand elles sont destructives, elles deviennent plus petites et plus lentes. Ça va vous montrer exactement ce que c'est. Et la marée de vives eaux est la plus haute et la marée de mortes eaux est la plus basse. Et ça aussi, toujours d'avant en arrière. Alors, leur explication était ce double renflement de marée semi-diurne super impressionnant qui faisait du hula-hoop autour de la Terre. Et elle tourne à travers celle-ci sous différents angles pour s'assurer que tout le monde ait sa marée. Et rappelez-vous que c'était l'explication avant qu'on passe aux mathématiques pour voir comment cela fonctionne réellement. Et bien sûr, là on a juste le diagramme avec les graphiques sinusoïdaux des marées pour vous montrer à quoi ressemblent les marées de vive eau et de morte eau en comparaison, et comment elles coïncident réellement avec la Lune. À nouveau, nouvelle Lune ici, pas de maximum ou de minimum ici. Une moyenne, un décalage de 45 degrés. Donc ici. C'est ici que vous voyez l'influence. Vous pouvez dire qu'elle est en retard. Vous pourriez dire qu'elle se déplace à travers un Coriolis. Quand on regarde sur la carte géocentrique à eux, nous verrons exactement à quoi elle ressemble en réalité, selon nous. Donc à nouveau, nous avons la marée basse la plus basse et la marée morte qui coïncident ici. Et on va passer en revue la dernière. Donc à nouveau, nous avons l'interférence et l'interférence destructive. Donc ici, nous avons la moyenne et la vive, et là on a la moyenne et la morte. Donc vives eaux, mortes eaux, vives eaux, mortes eaux. Et c'est ainsi qu'elle serait représentée graphiquement. Il y en a un qui demande: merci Shane, seriez-vous d'accord pour dire qu'il existe un réseau de filtration souterrain connecté au Sheol? Peut-être.
Eh bien, je ne l'ai jamais vu, mais de la même manière qu'un aquarium se salit si vous ne le nettoyez pas, il doit y avoir une sorte de filtration de l'intérieur vers l'extérieur tout autour. Que vous pensiez qu'il s'agit d'un tourbillon au centre du monde ou de grottes géantes tout du long, je n'en suis pas sûre, mais c'est probablement l'une de ces deux choses. J'ai une vidéo, c'est juste 2 minutes. Ce qu'ils font avec les accélérations des marées lunaires et solaires, c'est qu'ils attribuent la masse de ces deux objets à la cause des marées de vives eaux et des marées mortes eaux. Mais en réalité, ce sont seulement les phases de la Lune qui ont cet effet. Et comme la phase de la Lune dépend directement de la proximité du Soleil, ils ont réussi à prétendre qu'il s'agit d'une accélération des marées solaires et lunaires. Alors jouons cette animation, et nous verrons de quoi je parle ici. Donc en haut à gauche, nous avons la phase de la Lune correspondant à la position réelle de la Lune sur la carte ci-dessous. Donc si vous voyez, à mesure qu'elle se rapproche du Soleil, cela dicte sa phase de nouvelle Lune. Et quand elle s'éloigne du Soleil, c'est à ce moment-là qu'elle en vient à être pleine. Bien sûr, en regardant ici, vous verrez que plus elle s'éloigne du Soleil, plus elle devient lumineuse, plus elle se rapproche de la pleine Lune. C'est directement proportionnel et directement dépendant de la proximité du Soleil. Donc, comme nous le voyons ici, la Lune est presque éteinte. Cela fait 1 mois. Elle s'est rapprochée du Soleil, elle est revenue. Maintenant, elle revient complètement. Comme vous pouvez le voir, à mesure qu'elle se rapproche de sa nouvelle Lune. La seconde où elle devrait théoriquement le toucher, c'est le moment où elle est la plus sombre, la phase de nouvelle Lune. Puis elle recule et continue. Et maintenant, à nouveau, elle accélère. Mais à mesure qu'elle s'éloigne, vous verrez qu'à son apogée, ou au point le plus éloigné du Soleil, c'est le moment où elle sera la plus lumineuse. C'est le seul moment où vous aurez les phases de pleine Lune. C'est donc vraiment ce qui va provoquer les marées, pas la gravitation ou l'interaction de ces deux corps ensemble. Rien de tout cela, voyez-vous? Comme c'est le moment où elle est la plus loin, donc elle vient de passer son apex, c'est à ce moment-là que c'était la pleine lune. Nous pouvons même faire cela et l'observer, je pense, en sens inverse, d'accord? On peut y jeter un coup d'œil. C'est directement déterminé par la proximité du Soleil, rien d'autre. C'est donc une chose dont nous devons être conscients avant d'aller plus loin, ok? Parce que lorsqu'ils disent qu'il y a un effet gravitationnel de masse attirant la masse, qui est exacerbé et amplifié lorsque ces deux choses sont ensemble, cet effet serait indiscernable des simples phases de la Lune qui sont l'agent principal et le catalyseur principal des marées de vives eaux et de mortes eaux, avec les plus hautes des hautes et les plus basses des basses. S'ils disent que c'est à cause de l'accélération des marées solaires et lunaires et que c'est en fait à cause de la phase de la Lune, personne ne verrait jamais la différence parce que ces deux choses coïncident parfaitement. And that's a good. Go ahead. Alors c'est comme ça qu'ils s'en sortent, ok? Parce que vous ne pourrez jamais distinguer ces deux choses, la proximité ou la force gravitationnelle à double oscillation, ou simplement la phase de la Lune. Alors voici, c'est l'ancienne version, l'ancienne compréhension de ce qui se passe avec les marées. En fait, c'est juste une version clip, je pense, parce que c'est la base de toute la théorie. Je pense que nous en avions la plupart. Ils ont dit que la force électromagnétique de la Lune serait la cause réelle de l'entraînement des marées. On va la jouer. La majeure partie de la théorie est là. Ils utilisent la salinité pour montrer que l'eau salée a l'interférence réelle d'un aimant. Et puis ils jouent avec l'eau pour vous montrer la propulsion réelle que cela induit. Ceci est le fondement, je pense, de notre théorie.
elle est naturellement diamagnétique. Alors, l'eau salée aide vraiment. C'est comme ça que nous avons les marées avec la mer, oui?
C'est ainsi que nous avons eu toute la base des marais pendant longtemps. Ils l'ont effectivement assimilé à des points amphidromiques, ce qui est essentiel. Ils contrôlent l'amplitude des marées. Nous aborderons les cartes à la fin de la présentation. Des cartes et encore des cartes. Et ici, on a une belle superposition. J'adore celle-là. Il y en a une de plus que nous pouvons utiliser. Ce n'est pas la carte habituelle. Ils utilisent les cyclones. C'est utile, mais c'est aussi la carte sinusoïdale. Alors, les cyclones... Mais celle que nous voulons vraiment, c'est celle de la perpendicularité, juste ici. Alors, il note la différence réelle que nous notons. Les marées de vive eau et les marées de morte eau sont causées par les phases de la Lune, mais pas directement par leur proximité. C'est un décalage de 45 degrés. Alors, qu'est-ce que cela signifie? « 90 degrés sur un cercle. Donc ici, nous avons un corps céleste et nous avons un intercesseur de 45 degrés. C'est donc la meilleure carte pour faire cela, en fait, car elle est équidistante pour ici. Mais essentiellement, ce que nous allons chercher, ceci est le corps, puis voici notre effet. Si ceci est le corps, alors voici notre effet, et vice-versa. Si c'est ici, alors voici l'effet moyen. Donc si la pleine lune est ici, alors nous avons la morte eau et la vive eau. Si la pleine lune est ici, nous avons la morte eau et la vive eau. Et c'est en gros comme ça que ça doit marcher. C'était une excellente vidéo d'il y a quelque temps, mais nous devons ajouter quelque chose à cela, je pense, pour avoir la bonne explication. Et nous allons le faire en combinant avec l'un de nos tests d'éther de notre bon vieil effet Halley, qui a spécifiquement noté l'effet pendant une éclipse sur un pendule. Ce qui est très étrange pour quiconque d'avoir cet effet. Pourquoi un pendule qui tourne aurait-il quelque chose à voir avec une éclipse? Ce qui, si vous êtes dans notre théorie, est alors un événement électromagnétique. Lorsque la Lune traverse ou touche ou s'approche suffisamment du Soleil, une onde magnétique éclate en quelque sorte, puis elle frappe le pendule et cela fait une chose étrange. Cela semble ridicule, mais il y a beaucoup de preuves à l'appui, et essentiellement il y a 5 autres personnes qui l'ont trouvé. Ceci est vrai. Donc si vous voulez faire des recherches, voici tous les articles et études qui correspondent à ce qu'ils ont trouvé, en plus d'une longue étude réalisée par, je crois, la ville de Harvard sur Halley spécifiquement, et son effet, corroborant sur toutes ces découvertes. Parce que l'une des critiques est « Oh, ce type ne l'a fait qu'une fois et personne ne l'a jamais reproduit ». C'est faux. Totalement confirmé. Effet corroboré et assez bien observé. Et pendant très longtemps, ils l'ont observé. Et cela se produit à toutes les périodicités, et cela coïncide toujours avec le minimum et le maximum solaire. Tout comme le vent d'éther, lorsque nous essayons de mesurer l'effet sur la vitesse de la lumière par rapport à la période de l'année et à la hauteur et à l'élévation due à l'altitude. As-tu l'article d'Halley dans lequel il parle des 24 heures et 50 minutes? Ouais, juste ici. Ouais, et il n'a aucune idée d'où ça vient, il n'arrive pas à le comprendre. Ouais. J'ai fait le calcul sur... parce que j'ai dit, eh bien, je me demande si cela coïncide avec une année. Donc ils disent qu'une année, c'est 365,2422 jours. Donc si vous prenez cela et multipliez cela par 23 heures 56 minutes, vous obtenez 524 004 quelque chose pour l'année. Donc nous parlons de combien de minutes y a-t-il dans une année? Et ensuite, si vous prenez ce nombre total et le divisez par 14,90, qui est le jour de la Lune, vous obtenez exactement 352. Donc il y en a exactement 352, et je veux dire 352,000 quelque chose. Et donc ça fait 352 jours de Lune dans une année. Donc c'est assez fou. Waouh! Les jours de Lune, c'est une périodicité que je connaissais pas. Eh bien, on ne pourrait jamais s'en tenir à cela parce qu'on va avoir des difficultés. Ça changerait tous les jours, d'accord? Nous ne pourrions pas avoir genre un minuit. Tu sais, parce que la Lune change tous les jours, donc ce serait difficile de s'en tenir à cela. Mais il est bon de savoir qu'il existe un gardien exact du temps, car les gens pourraient penser que le Soleil ne peut pas compter les jours, parce que c'est 365,242, peu importe. Mais la Lune, elle le peut, ce qui est fou. Le fait que nous ne puissions pas suivre le temps alors que tout ce que nous connaissons du temps vient du Soleil est absurde. C'est le plus gros problème de l'humanité. Nous ne pouvons pas suivre une année, un jour, un mois ou... En gros, c'est ce que je dis dans le projet d'éclipse sur lequel je travaillais. Cela nous a amené à dire qu'en fait, ils ont joué avec le temps par tous les moyens possibles, mais qu'ils ne pouvaient pas jouer avec les objets célestes.
Donc, en comprenant les cycles, vous pouvez dérouler le temps, annuler ce qu'ils ont modifié et ce qu'ils ont ajouté. Et vous pouvez en gros arriver à la véritable histoire et aux vraies dates qui coïncident toutes. Mais c'est une présentation complètement différente. Peux-tu me lire cette partie? Parce que je ne peux pas vraiment la voir d'ici. Il parle des 24 heures et 50 minutes. J'ai oublié ce qu'il a dit exactement. Ouais. Ce qui est souligné ici, c'est en l'absence de tout champ magnétique autre que le champ magnétique terrestre, j'ai observé, sur la base d'observations continues suivies pendant des périodes de l'ordre d'un mois, de 1954 à 1960, des circonstances très remarquables, notamment l'existence d'une périodicité diurne lunaire significative de 24 heures et 50 minutes d'amplitude, considérablement plus élevée que celle calculée selon les théories actuellement acceptées. L'amplitude observée est 20 ou 100 millions de fois supérieure à l'amplitude calculée, selon que l'on a le pendule paraconique à suspension anisotrope ou le pendule paraconique à suspension isotrope. C'est complètement inexplicable dans le cadre des théories actuellement acceptées. Ouais, c'est fou. Je veux dire, juste de penser qu'il parle d'une périodicité lunaire. Il dit, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une périodicité lunaire, je ne sais pas, c'est fou. Ouais, 24 heures et 50 minutes. Il n'a jamais considéré le fait que la Lune tourne en 24 heures et 50 minutes. Exactement ce laps de temps, ouais. C'est presque parfait. Donc ça coïncide avec les marées, les éclipses et la Lune. Donc c'est énorme et je me demande ce que ça pourrait être. C'est probablement le Soleil ou la gravité, vous savez. Ça doit être ça. Ça doit être quelque chose d'héliocentrique. Même Halley, ses théories sur la gravité sont devenues de plus en plus folles. Parce qu'il essayait d'utiliser quelque chose qui n'est pas réel pour expliquer ce qui est réel. On rencontre des problèmes de cette façon. Alors voyons. Nous avons notre sorte d'explication de ce qui se passe, d'accord? Nous avons un diagramme qui est juste le quadripôle, qui est le flux magnétique de la Terre. Nous ne l'utilisons pas comme ça pour le moment. Nous allons faire comme si cela allait imiter le champ magnétique de la Lune. Nous savons que le Soleil et la Lune sont électromagnétiques. Nous savons qu'ils ont un champ. Nous savons que lorsque le Soleil se couche, vous voyez toujours la lumière du Soleil, et ce sont des gaz ionisés dans l'atmosphère. Donc si le champ électromagnétique du Soleil ionise ces gaz, alors l'argon, le bleu fluorescent, l'hélium, l'hydrogène, l'orange, le rouge, l'indigo profond, vous obtenez des couchers de soleil, le ciel ensoleillé, toutes les couleurs que nous voyons. Cela a du sens. Donc si nous supposons simplement que la Lune a un champ similaire, alors le champ, comme nous le savons, a une intersection perpendiculaire du magnétique et de l'électrique, n'est-ce pas? Un champ électromagnétique aurait une oscillation magnétique et électrique. Si nous supposons que les flèches rouges et bleues imitent les deux, alors nous avons une relation antipodale, n'est-ce pas? Nous allons donc simplement supposer que ceci serait, disons, l'électrique et cela serait le magnétique. Et si nous avons imaginé que les lignes de champ font la même chose, alors nous avons une explication quant à la raison pour laquelle la proximité est liée, mais pas directement au-dessus de nos marées hautes les plus hautes et les basses les plus basses. Si nous avons un système, disons que ce n'est pas une cathode et diode, mais peut-être un système électrique et un système magnétique. Le Soleil serait l'électrique et la Lune magnétique. Alors ensemble, ils se croisent. Vous obtenez quelque chose que vous voyez dans l'effet Halley. Vous obtenez cet effet dingue. Je ne sais pas comment on obtient ces ombres étranges fractales de l'éclipse. Quand cela se produit, toutes les ombres du Soleil imitent ces motifs fractales. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le mets ici parce que c'est bizarre et j'ai l'impression que c'est lié. Je ne pourrais pas vous dire comment, mais l'effet Halley, les ondes de rayonnement électromagnétique, sont certainement liées. La phase du Soleil, la phase de la Lune sont certainement liées. Et une relation perpendiculaire à 45 degrés avec les marées de vives eaux et de mortes eaux est certainement liée. C'est donc là où nous en sommes avec cette interaction. Puis, bien sûr, nous allons revenir à celui-ci, d'accord? Et voir la relation perpendiculaire dont nous parlions avant, sachant que nous avions besoin que la Lune coïncide avec cela, mais sans vraiment comprendre pourquoi cela ne fonctionnerait pas. Et nous allons simplement supposer une intensité de champ d'environ la moitié de ce que ce rayon représente à peu près, ce que nous verrions pour le clair de lune ou la lumière du soleil. C'est ce que nous supposons être le champ magnétique que son interférence magnétique aurait. Et cela expliquerait alors une relation à 45 degrés avec l'endroit où il apparaît ici. Et nous allons entrer dans les cartes et toutes sortes de périodicités pour voir où cela coïnciderait et où les points amphidromiques coïncident. Ainsi, le Soleil passe au-dessus des points amphidromiques ou au-delà et tout ça. Mais d'abord, très rapidement, nous allons simplement examiner un tas d'applications pour téléphone que j'ai téléchargées parce que vous ne pouvez obtenir cela que sur le téléphone. Marée, amplitude. Voici la phase de la Lune, l'amplitude des marées et la carte des marées, et la distance du Soleil. Et tout cela se passe près de chez moi le 8 avril. C'est ce que j'ai choisi pour l'éclipse, parce que je faisais ça. J'essayais juste de voir où tout coïncidait. Et y avait-il une relation? Absolument. Il y a une relation, d'accord. Lorsque la Lune passe devant vous et qu'elle atteint son maximum, puis 45 degrés, vous obtenez votre marée haute, absolument. Ce n'est pas que quiconque le réfute, mais c'était sympa à voir.
Eh bien, je pense que beaucoup de gens réfutent. J'ai entendu beaucoup de gens dire que la Lune n'avait rien à voir avec les marées. Vraiment? Étonnamment, oui. Des héliocentristes? Non, ce sont des terraplanistes qui disent ça. Mais ils doivent juste réfléchir à l'ampleur des changements de marée d'un jour à l'autre. Quelle est leur périodicité? La leur est de 24 heures 50 minutes. Je me demande à quoi cela correspond. C'est probablement le Soleil et la gravité encore une fois, n'est-ce pas? Le Soleil et la gravité encore une fois, c'est ça. Si nous regardons simplement une carte des marées ordinaires, nous recherchons, dit-on, le vecteur directionnel unifié du Soleil et de la Lune. Non, ça n'existe nulle part. Pas de directive unifiée. Encore une fois, ce n'est pas réel. Mais si nous essayons d'imaginer, disons, la trajectoire du Soleil et de la Lune au-dessus de cela, cela se croiserait avec cela. C'est aussi un peu difficile. La seule façon dont cela a du sens est si vous avez une oscillation de 45 degrés ou un décalage entre le moment où la Lune passe et le moment où vous avez les plus hautes des hautes, ou lorsque l'amplitude des marées est la plus élevée, essentiellement, lorsque la différence entre les hautes et les basses est la plus grande. Et à nouveau, ceci est juste une carte d'élévation. Donc elle montre juste le niveau le plus élevé des oscillations des marées. Pas la carte d'amplitude énorme que nous avions avant, mais juste le flux et le reflux général. Il est bon de voir à quoi on est. Et donc voici une animation héliocentrique montrant l'effet de ballottement qu'ils devraient avoir pour leur théorie de marée d'équilibre, de mouvement uniforme et de vecteurs uniformes. C'est exactement ce dont ils avaient besoin et c'est ce qu'ils voulaient. Dommage que cela semble ridicule et ne corresponde pas non plus à aucun de leurs vecteurs de force. Ensuite, nous avons l'une des autres animations. Mais la marée de ballottement n'est pas non plus un vecteur directionnel unifié. Elle est toujours partout sur la carte et directement contrôlée par les points amphidromiques et des nœuds de marée. Alors on en a encore quelques-uns, je pense. Donc il s'agit simplement de savoir comment ils peuvent vraiment le prédire. Et si vous voulez vous y mettre, la partie la plus intéressante et la plus ancrée dans la réalité est les mathématiques des harmoniques et des constituants des marées. Mais je me suis plus amusée à étudier cela. C'est tellement amusant d'examiner quelque chose et se dire «Oh, c'est réel, c'est important et en plus ça a du sens, excellent». Parce que vous pouvez entrer dans certains constituants harmoniques des marées tant que vous comprenez l'amplitude, la fréquence et la phase. Alors vous pouvez aller dans chacune de ces marées et faire des prédictions en vous basant sur l'histoire, des graphiques et des ondes sinusoïdales. C'est super cool. Ce que tout le monde regarde, c'est cette marée M2. C'est en grande partie ce que tout le monde a montré. Personne ne regarde même les autres marées. Il y a environ 12 marées qui représentent 90% de l'amplitude des marées sur toute la Terre. Je ne savais pas si tu avais vu ça aussi, mais je pensais que lorsqu'il y a 2 marées hautes et 2 marées basses par jour, ok? Je pensais que notre point de base est le zéro, ce qui signifie qu'une marée haute est toujours supérieure à zéro et qu'une marée basse est toujours inférieure à zéro. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, hein? Non. Ouais, tu vois, je pense que c'est fou. C'est comme les marées de Monterey, qui sont des nombres positifs pour 3 d'entre elles. Il n'y en a qu'une qui devient négative, ce qui est tout simplement fou à penser. Bien, je veux dire, il y a tellement de ces différents types, donc en fait, ils fonctionnent sur ce qu'on appelle les nombres de Doodson. Ce que je trouve amusant, parce que quand tu étudies les éclipses, et que tu essayes par exemple de prédire une ombre, tu dois travailler avec les éléments de Bessel, qui n'est que le nom d'un autre type qui l'a inventé. De la même manière, nous avons ici des constituants de marée appelés nombres de Doodson, à l'instar des éléments de Bessel. Mais il s'agit en gros d'une série de coefficients dans un polynôme, une mathématique de base qui prédit une marée, d'accord? Bon, on a passé là-dessus. Mais en gros, lorsque nous utilisons cela, nous avons une prédiction comme celle-ci. Et ensuite, quelle est sa précision? Elle est assez précise. Certainement pas parfaite, mais meilleure que les absurdités de la marée d'équilibre et certainement meilleure que la prédiction avec la gravité. Et cela provient d'un des articles que nous examinerons à la fin, harmonique et constituant de marée. C'est une mathématique assez profonde, mais le meilleur, c'est que cela a déjà été fait. Personne ne fait ça maintenant. Tout cela a été prédit avec une périodicité de 10 à 100 ans, donc on peut simplement les utiliser pour les prédire à l'avenir. Et bien sûr, les marées de base avec lesquelles tout le monde travaille habituellement, la M2, principale lunaire. C'est avec ça que font la plupart des gens tout le temps. Et bien sûr, la solaire est là, mais nous avons vu à quel point c'était important, donc personne ne s'en soucie vraiment. Et juste quelques super mathématiques à la fin pour montrer comment un constituant de marée pourrait être prédit. Et encore une fois, en supposant une théorie des marées à l'équilibre, ils vont toujours utiliser des ondes harmoniques. Donc, en prenant le mauvais avec le bon, ils vont supposer tout l'équilibre, mais ils vont utiliser la dynamique réelle pour prédire. Excellent. Il y a donc une série de nombres avec la série de coefficients. Ce qu'ils veulent dire, je pense, c'est comment l'amplitude est déterminée. Donc, ils ont un entier, et puis c'est une valeur pour jusqu'où irait la plage, entre -4 et +4 pour les constituants. Ils ont donc une amplitude à l'intérieur de cela vers laquelle ces constituants pencheraient.
Et nous allons juste passer cela parce que personne ne va vraiment comprendre comment prédire les harmoniques de marée à partir de cette présentation. On a déjà tout épuisé, je pense que nous avons déjà évoqué la plupart des théories sur l'héliocentrisme, mais il s'agit d'une méthode de prédiction très utile qui n'est pas réellement liée à la gravité, à la mécanique newtonienne ou à des choses qui n'ont pas d'importance. Un autre graphique à partir d'une donnée de marée, juste pour vous montrer ce dont nous parlions auparavant, qui est toujours très présent dans les théories. Alors, ils écrivent que les forces gravitationnelles de l'accélération linéaire de marée composée de ces deux corps ont cet effet, sachant que la masse dit, eh bien non, ce n'est pas du tout ça. Et le Soleil a un poids disproportionné entre l'influence centrifuge et l'influence gravitationnelle. Mais ils supposent une théorie de marée d'équilibre. Rien de tout cela n'a d'importance. Et terminons simplement avec nos prédictions pour les ondes sinusoïdales. Donc alors, chaque marée a juste cette amplitude, et vous pouvez simplement l'utiliser pour faire des prédictions comme celle-ci, ici. Et c'est à peu près tout. Sauf que nous avons des cartes sur des cartes sur des cartes sur les courants, sur les constituants, sur tout ce que vous pourriez vouloir regarder. Tout est en fait dans la description. Il y a un fichier rare avec, je ne sais pas, 70 ou 90 cartes en HD, entièrement transparentes, prêtes à être superposées, à être utilisées, pour faire ce que vous voulez avec elles, si jamais vous en avez besoin. Mais nous avons bien sûr le courant M2, les points amphidromiques, l'amplitude des marées, les points amphidromiques M2 et une amplitude des marées. Mais on va juste les jouer tout ensemble pour montrer l'une des corrélations les plus intéressantes. En fait, avec les points amphidromiques, ce n'est pas celle-ci, ce n'est qu'une carte de tous les courants océaniques. Bien sûr, nous avons du vent, nous avons des courants, nous avons de la chaleur, nous avons du froid. L'interaction entre ces deux crée des courants et des changements dynamiques. Tout le monde comprend cela. Je ne suis même pas sûre que nous soyons en désaccord sur ce point, sur l'un ou l'autre modèle. Le dernier type de comparaison que nous voulons faire est le suivant. J'ai superposé tout ce à quoi je pouvais penser sur les points amphidromiques des marées, pour voir ce qui se passait. Et bien qu'il y ait une corrélation, il n'y a rien de tel que ce courant tellurique, dont, étonnamment, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Il s'agit d'un type de courant très spécifique qui existe par rapport à l'intérieur de la Terre. C'est un peu comme le champ électromagnétique de la Terre, les lignes telluriques, les ley lines. C'est un courant tellurique et c'est un courant électrique qui circule sous terre à travers la mer et qui résulte de causes naturelles induites par l'homme. Je ne sais pas trop ce que cela signifie, mais c'est la seule explication que j'ai trouvée. C'est la seule carte de ce phénomène que j'ai pu trouver. Je l'ai donc super améliorée et augmentée pour pouvoir même la regarder. Mais il est indiqué, c'est causé par les courants induits géomagnétiquement, par des changements dans le champ magnétique de la Terre en raison des interactions du vent solaire avec la magnétosphère. Bon, on ne va pas toucher à ça, mais on y parle du champ magnétique terrestre, et on dit qu'il circule à la surface et dans l'océan. Et étonnamment, c'est l'une des rares cartes qui, si on la superpose, a une belle périodicité ou une belle corrélation. Donc elle n'est pas si exacte que ça, mais si on remarque qu'on applique notre oscillation à 45 degrés ici, alors tout ce qui est diamétralement opposé serait exactement là où il apparaîtrait. Alors tout ce qui est diamétralement opposé, ce serait exactement là où ça apparaîtrait. Nous avons donc ce champ qui va dans ce sens, perpendiculaire à ces champs, ce champ qui va dans ce sens, perpendiculaire à ce champ. Et dans tous les sens où on le regarde, il est perpendiculaire à l'amplitude des marées et aux points amphidromiques. Nous avons donc une relation inverse ou à 45 degrés sur cette carte pour une raison quelconque. Et puis si on essaye d'ajouter cette influence lunaire et solaire, qui n'est en fait que la phase de la Lune, alors ce serait en fait la meilleure corrélation des points amphidromiques, des courants telluriques et de l'amplitude des marées. Mais bon sang, c'est vraiment amusant de découvrir ça et de réaliser ensuite que vous n'avez vu les courants telluriques qu'une seule fois. Si quelqu'un sait quelque chose sur les courants telluriques, faites-le moi savoir. Ceci n'est qu'un autre constituant de base de la marée qui est juste encore une fois M2. M2 est tout ce que le monde verra jamais, parce que la marée lunaire est tout ce qui compte, comme tout le monde le sait. C'est en gros la majeure partie de la marée. Ils prétendent que c'est solaire. Mais le constituant de marée pour le solaire n'est pas prédit ou utilisé pour quoi que ce soit. Il est juste là. Ceci, c'est juste une superposition de points d'amplitude et amphidromiques. Vous pouvez voir directement les points qui contrôlent les fluctuations de marée de haute à haute et de basse à basse, partout sur Terre. Et voyons, ceci n'est que le composant de base. En gros, c'est la carte d'amplitude des marées ici, avec l'échelle. Alors bien sûr, la baie de Fundy, voyons si nous trouvons le Canada juste ici, en fait en rouge. C'est la meilleure pour le mesurer. Et puis bien sûr, vous savez où se trouve le point le plus bas ici. Et tout le reste correspondrait toujours.
Excellent. Ceci est probablement ma carte préférée. Ce sont les points amphidromiques réels, mais il y a des oscillations. Ce qui est excellent, non? Donc, même lorsque les héliocentristes reconnaissent que les points amphidromiques existent, ils disent immédiatement « Eh bien, c'est Coriolis, et au sud, ça tourne dans un sens, et au nord, dans un autre. » Eh bien, c'est ce qu'on appelle revendiquer des choses avec audace. Et c'est genre « Mais attendez, vous avez regardé ou quoi ?» Parce qu'ici, nous en avons deux qui vont dans des directions opposées au sud, et deux qui vont dans des directions opposées au nord. Donc je n'ai pas besoin de chercher plus loin. Ils vont dans tous les sens. C'est comme avec les tempêtes. Vous pouvez voir une tempête dans un hémisphère aller dans une direction plutôt qu'une autre. Ce n'est qu'un mythe tout ça, d'accord? Cela arrive tout le temps. Et ceci est une translation. Je ne suis pas assez bon pour pouvoir faire une translation en vidéo pour l'instant. Je travaille toujours dessus. J'ai besoin d'un animateur, au fait, si quelqu'un veut se porter volontaire. Je ne peux pas faire de transfert d'animation vidéo 3D. Moi non plus. Je ne peux pas vraiment, ouais, c'est dur, mec. Tu dois apprendre le rendu 3D au certains logiciels. Ouais, je n'ai pas ça. Ce n'est pas encore une corde que j'ai dans mes compétences. Dans Canva, je peux genre faire une sorte de clémation, et c'est le mieux que je puisse faire. Et ça a marché jusqu'ici. Ceux-ci sont des points amphidromiques, des courants telluriques, et c'est probablement la superposition la plus cool. Ils s'alignent toujours exactement sur l'un de ces points d'oscillation. Nous avons donc celui-ci et celui-ci, celui-ci et celui-ci, aux confins de ce courant. Aux confins de ce courant, jamais là où il y aurait une zone morte, ou disons pas un courant perpendiculaire réel. Même celui-ci est juste sur le tropique où le Soleil l'intersectera. Mais la seule chose sur laquelle le Soleil s'aligne réellement sont ces points amphidromiques. J'ai gardé la ligne tropique sur cette carte pour montrer que le Soleil va d'ici à ici, essentiellement, et dans sa portée, passe par chacun d'entre eux tout au long de l'année. Très bien, Shane, dis à tout le monde où ils peuvent te trouver et obtenir plus de tes affaires. Tous les liens sont dans la description, on l'a déjà dit. ADL Place, partout où je peux être, tous mes canaux sont là. Tous les Discord Ether sur lesquels nous sommes, et venez vraiment sur le Discord Ether si vous voulez passer du temps à faire des lectures et des présentations tout le temps. Alors merci Jaren, merci à tous.